OK. Yes. Et bonjour à toutes et à tous, bonsoir même plutôt, il est 20 h, un peu plus désormais.
Merci à ceux qui sont là, bienvenue pour ceux qui nous connaissaient pas, bienvenue à ceux qui nous connaissaient, qui étaient déjà là, déjà il y a quelques mois, il y a quelques semaines, pour d'autres choses évidemment, puisque les Outsiders TV, Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, pour d'autres choses évidemment, puisque les Outsiders TV, vous le savez, ce ne sont pas que le rugby américain ou le tennis, on va c'est donner aussi le tennis. à nos premières amours. Pourquoi? Eh ben parce que tout simplement, le tennis de table, eh bien c'est le premier stream, le premier live des Outsiders TV il y a plus de 3 ans. Voilà, on avait diffusé un France-Serbie qui s'était déroulé à l'INSEP qualificatif pour l'Euro 2023 par équipe. Et du coup, ben voilà, on revient sur du ping et on est très content. Cette fois, j'ai la chance d'avoir en plus des cadors du ping avec moi, puisque je ne suis pas tout seul pour cette émission spéciale des mondiaux de Londres 2026. Il va y avoir plein de choses à raconter. On espère que vous serez là pour poser vos questions à nos magnifiques, mes deux magnifiques acolytes qui sont là. Je vous les mets à l'image. Tristan Flore. Salut Tristan, consultant l'équipe avec qui on travaille régulièrement ensemble et à qui on a monté cette émission. Comment ça va Tristan? Bah écoute, ça va super, hein. On est super content d'être là. C'est une première, première pour moi, première pour Jules aussi, j'imagine. Donc écoute, merci d'avoir organisé ça. On a vraiment hâte de pouvoir partager un petit peu sur le ping. Ça, on va beaucoup, beaucoup partager. À tes côtés, en tout cas virtuellement, sur cette image, en tout cas c'est le cas, notre invité exceptionnel, Jules Roland. Jules, merci d'être là. Supporter rennais, vous pouvez le voir derrière, un maillot de Martin Terrier du Stade Rennais. Comment ça va, Jules? Salut Rémi, salut Tristan. Bah, ça va très bien, très content d'être ici et voilà, de pouvoir parler de ces championnats du monde qui arrivent, enfin, qui ont déjà débuté, mais qui vont bientôt commencer pour nos Français. Donc, très content d'être là. Salut à Malong dans le chat. Merci à ceux qui viennent de nous suivre, en l'occurrence KBGLRR. Je suis raté au niveau du nom, c'est pas bien grave. On va avoir une très très belle soirée. Tu l'as dit, Jules, évidemment, ces mondiaux, ils ont déjà commencé. On le sait, bien évidemment. C'est simplement bien que voilà, notre équipe de France, elle, est encore exempte et du coup n'est pas encore rentrée dans cette compétition. Et c'est pour ça qu'on va prendre le temps de voir les forces en présence, puisque les grosses équipes ne sont pas encore évidemment dans ce tournoi. Ça va être très important. Mais avant toute chose, évidemment, on va parler de toi, Jules, parce que tu vas donner ton avis en tant qu'ancien membre et actuel membre de l'équipe de France d'ailleurs. Je suis horrible avec toi. On va parler un petit peu de toi parce que voilà, 25 ans, joueur de Torigné Fouillard, tu viens de finir la saison de proie il y a pas si longtemps. Et puis voilà, j'ai mis ton palmarès en équipe de France. Tu as gagné sur le WTT, notamment au niveau en double, notamment du côté de Lagos, si je dis pas de bêtises, en feeder, en Ouais, contender. en Et double mixte, ouais, à Lagos en contender, ouais. c'est ça, voilà. Et puis j'ai mis donc ton palmarès en équipe de France. Cet Euro 2023, j'en parlais tout à l'heure, où tu avais été médaille de bronze avec les Bleus. Et puis surtout, les mondiaux 2024, la médaille d'argent à Busan. Et puis, c'est pas une médaille officiellement, mais très clairement, dans notre cœur, c'en est une. C'est JO 2024 où tu étais le quatrième homme. 2 ans après, comment tu ressens encore ce qui s'est passé pendant ces Jeux? Bah, déjà, on le mesure, quasiment au quotidien, enfin, sur l'impact que ça a eu au niveau de la visibilité pour notre sport. C'est impressionnant à quel point le ping est de plus en plus suivi et bah, c'est une chance pour nous, c'est clairement une chance et je pense que ça, on le doit à Félix, Alexis et Simon qui ont performé pendant ces Jeux parce que je pense que c'était très important, de performer pendant ces Jeux pour, gagner en visibilité et faire connaître notre sport et bah, ça, c'est hyper impressionnant et moi, à titre personnel, bah, c'est des souvenirs incroyables, gravés à jamais et ouais, c'était peut-être les 3 plus belles semaines de ma vie. Vraiment, enfin, c'était exceptionnel, notamment grâce aux résultats qui étaient très attendus et qui ont été très bons et non, pour moi, ce sera vraiment une expérience que j'oublierai jamais. Tristan, toi, comment tu la vois justement cette évolution du ping? Toi, tu t'es un petit peu plus vieux que Jules, t'es plus jeune que moi, hein, tu n'es pas vieux, Tristan, ne commence pas à le prendre mal. Mais comment tu la vois, toi? T'as vu l'avant et tu le vois maintenant, comment tu la décèles, cette différence?
Bah, déjà, moi, j'ai participé, une fois aux Jeux olympiques, c'était en 2016 à Rio et je pense que j'ai pas vécu les mêmes jeux que Jules, clairement. Bah, déjà, on était, objectivement, moins fort, hein, on avait moins d'attentes et cetera. C'était dans un autre pays aussi, donc c'est pas vraiment comparable. Mais, en tout cas d'extérieur et je suis allé un petit peu aux Jeux, j'ai vu la salle et cetera. Oui, c'est on n'a vraiment pas vécu la même chose et quand on voit l'empreinte un peu que ouais, on Alexis Félix et aussi Simon, je pense que c'est important de le dire. Vraiment, ils ont mis une empreinte dans le ping, même mondial, je dirais. Je pense que les étrangers, ils ont rarement vu une ambiance pareille, notamment aux Jeux olympiques, un engouement vraiment, national pour un sport comme le tennis de table qui est quand même pas le plus, médiatisé. Maintenant, ça va mieux, mais avant, c'était quand même compliqué. Donc, moi, ce qui me marque, par exemple, je me souviens, on était avec, Simon, c'était cet été ou l'été d'avant. Donc Simon qui est pas Alexis ni Félix, hein, qui est moins reconnaissable de manière générale. Dans Paris, on s'est fait reconnaître, 2 ou 3 fois, quoi, en se baladant. Donc, ça, nous, enfin, dans ma vie, ça a dû m'arriver une fois et c'était par, des pongistes, quoi, clairement. Donc, là, c'est pour moi, c'est passé à une autre sphère complètement. Heu, je pense qu'il y a pratiquement personne qui connaît pas Félix ou Alexis. Mmh. Romain Lorentz me racontait aussi, donc ancien membre de l'équipe de France. Ils étaient allés voir, un match, je crois, à New York, l'été dernier pendant je crois que c'était pas loin de la coupe du monde des clubs ou quelque chose comme ça et ils se faisaient reconnaître, par tout le monde en fait, les frangins donc c'est hallucinant ce qui se passe et les retombées sont intéressantes. Je pense qu'elles le deviendront encore plus d'ici, quelques années parce qu'on en a pour longtemps encore, de Alexis et Félix. J'espère que ça va vraiment développer le ping mais oui, d'une manière générale, je pense que le nombre de gamins qui ont dû commencer le ping juste après les jeux, on va vraiment s'en rendre compte d'ici 5, 6 ans, je pense. Donc, bah, en vrai, moi, c'est un coup de cul, pas possible, hein, de pouvoir suivre ça un petit peu de loin. Mais, même là, j'ai eu la chance de pouvoir aller un peu au stage à Nantes, juste, avant, les championnats du monde, il y a une petite semaine maintenant. Et quand on voit l'organisation qu'il y a autour, c'est devenu clairement une usine, hein. Ça a rien à voir. Nous, avant, c'était, un petit peu à l'arrache comme, tous les sports minimes, j'imagine. Mais là, ce qui est assez marquant, c'est à quel point, c'est des mecs qui sont très, très connus maintenant. Il y a une organisation énorme autour d'eux, beaucoup de gens gravitent autour et cetera. Ça demande beaucoup de management et cetera. Mais pour autant, je trouve qu'ils ont pas changé. Ils sont assez simples, que ce soit Alexis, Félix, mais aussi Simon, toujours aussi assez accessible. Donc, pour l'instant, il y a, je dirais, que des points positifs. Heu, peut-être que pour eux, c'est pas si simple d'être autant médiatisé, mais en tout cas, enfin, de mon point de vue, c'est extraordinaire, quoi. Ah, c'est vrai que c'est extraordinaire ce qu'on vit dans le ping. Pour le vivre à l'équipe, avec toi notamment, Tristan, on a vécu déjà énormément d'émotions cette année 2026. Et on peut avoir encore beaucoup d'émotions, et notamment dans les prochains jours, avec ce mondial qui va se dérouler à Londres. En plus, c'est bien, c'est en Europe, c'est un peu sympa pour marquer les 100 ans du premier championnat du monde par équipe. Je suis en train de perdre ma voix, c'est génial, il est 20h13. Euh, justement, question. Jules, on l'a dit, tu étais vice-champion du monde il y a 2 ans. Euh, Là aussi, c'était quelque chose d'incroyable parce que c'était à l'autre bout du monde, c'était à Busan. Vous étiez quasiment dans l'anonymat encore à l'époque. Je mets des gros guillemets quand même, hein. Les Lebrun étaient déjà évidemment très connus, Simon aussi. Puis toi et Lilian n'étaient pas non plus des inconnus. Mais c'était complètement autre chose par rapport à évidemment Paris 2024 quelques mois plus tard. Et là aujourd'hui les mondiaux à Londres. Comment vous l'aviez vécu ce tournoi tous les cinq, enfin, avec tout le staff évidemment. Bah, déjà pour, Alexis, Félix et moi, c'était un peu une revanche parce que 2 ans avant, on était, tous les 3 avec Emmanuel Le Besson, on était en Chine, pour les enfin, c'était les championnats du monde aussi et c'était, dans une bulle à huis clos et tout, c'était assez spécial et on avait perdu en quart de finale contre l'Allemagne en menant 2-0. C'est moi qui avais joué le troisième match, j'avais perdu et ensuite on s'était incliné 3-2, passant très proche de la médaille. Donc enfin, je pense qu'on était assez revanchards, par rapport à cette compète-là. Et donc il y avait Simon et Lilian qui étaient à Busan aussi et tous les 5, bah, on s'entend super bien. Honnêtement, on a passé, 10 jours, on a eu l'impression qu'on était en vacances, quoi. Enfin, je veux dire en dehors, on se régalait, on passait que des bons moments et je pense que forcément ça a joué à ce que ça se passe bien au niveau sportif et
Ensuite, bah, notre ambition, c'était au début de la compète, c'était la médaille. Peu importe le métal, je pense qu'on voulait cette médaille parce que je sais ça faisait peut-être 20 ans, je crois, qu'il y avait pas eu de médaille au championnat du monde par équipe pour la France. Et donc c'était vraiment, l'objectif principal et ça a été dur dès le début, parce que je me souviens que contre le Danemark, dès le premier match en poule, ça avait été compliqué, ça avait été dur. Je crois que c'est Simon qui avait perdu un match, Félix avait été accroché aussi de mémoire et ouais, ça avait été vraiment compliqué et on était allé la chercher, ouais, en équipe. Alors, bien sûr, Lilian et moi, on avait un rôle, Heu, bien moins important que les 3 titulaires. Mais voilà, on a essayé d'apporter notre pierre à l'édifice, de quand eux, ils avaient besoin de se reposer, on pouvait se permettre de les faire se reposer, bah, c'était à nous de répondre présent. On a joué Lilian a joué un match, moi j'en ai joué 2. Voilà, c'était pas, des rôles, prépondérants pour le résultat, final, mais voilà, on a aidé et je pense que ça a joué sur la fin de la compète où nos leaders, notamment Félix, étaient plus frais et a pu livrer des matchs exceptionnels. Et il va être question de turnover hein, d'ailleurs sur Mmh. au moins sur le début de la compétition. On y reviendra très rapidement, mais puisque d'ailleurs, tiens, on va en parler justement. Si cette compétition, le format est totalement différent. En tout cas, il est différent par rapport à 2024, puisque donc on a 16 groupes de 4, il y a 64 équipes sur chaque tournoi. Hein. Ça fait quand même énormément de monde sur ces 10 jours de compétition. On a donc les 7 premières têtes de série plus le pays hôte, donc l'Angleterre, qui sont directement qualifiés pour les 16e. Ils auront juste ces 3 matchs de groupe pour définir les têtes de série. Ils seront rejoints par les 14 vainqueurs des autres groupes, les meilleurs deuxièmes, plus encore les autres deuxièmes qui se seront affrontés en match pour aller chercher les 4 dernières places. C'est un petit peu compliqué, on a mis du temps à comprendre totalement le format. T'en penses quoi, Jules, de ce format 2026? Je suis assez mitigé pour être honnête. Alors je comprends que ce soit le centenaire, des championnats du monde et qu'ils aient voulu marquer le coup en faisant en sorte qu'il y ait beaucoup d'équipes. Mais pour moi, les championnats du monde, ça reste une des compètes les plus prestigieuses qui existent dans notre sport et j'ai du mal avec le fait qu'il y ait autant d'équipes. En fait, hem, j'ai l'impression que, je sais pas, il y a moins de mérite, que c'est beaucoup plus «facile» entre guillemets de se qualifier et on se retrouve, enfin, je vais pas citer d'équipe, hein, mais on se retrouve avec des matchs qui ressemblent pas à grand-chose et qui n'ont pour moi pas grand-chose à faire au championnat du monde. Déjà là Et puis sur bon, les autres groupes en plus. Hein. ouais. Comment? Déjà là sur les autres groupes, hein, il y a des 3-0 à tout va. Hein. Oui. Oui, voilà, il y a des matchs qui ressemblent pas à grand-chose. Bon, ils sont pas t ces matchs-là, c'est les matchs de qualif, ils sont pas très suivis, mais s'ils étaient suivis, je pense pas que ça donnerait une super image. Enfin, de regarder ça, tu te dis: «C'est les championnats du monde», ouais, moi, je trouve pas ça dingue. Après, tant mieux pour ceux qui y participent et il y en a qui se voyaient jamais jouer les championnats du monde, qui se retrouvent à jouer, donc tant mieux s'ils se régalent et tout, je suis content pour eux. C'est pas ça le problème, c'est que je trouve que, voilà, c'est comme au foot où ils ont ouvert à 48 équipes, je trouve que ça perd un peu de prestige et de ce côté-là, ouais, c'est quelque chose qui me plaît pas forcément et le fait d'avoir fait 2 poules pour les têtes de série, ouais, non, je comprends aussi la démarche de vouloir, mettre des gros matchs d'entrée, tout de suite des gros matchs, mais moi j'aimais bien le système avant, j'aimais bien ce système-là, donc voilà, du coup, des fois j'ai du mal avec ce genre de changement, changer pour changer, je suis pas forcément fan. Ouais, moi un peu comme Jules, c'est-à-dire que en tant que consultant maintenant, je suis super content que ce soit ce système. Directement, on va pouvoir commenter des matchs, vraiment de haut niveau et aussi il faut pas oublier que ça reste un peu la fête du sport. Le côté un peu démocratique, que tout le monde puisse jouer, il est très intéressant, mais vu d'extérieur, je pense qu'en tant que joueur, ça m'aurait rendu fou honnêtement. Ça aurait été affreux de commencer sur des équipes aussi fortes et après faire un parcours du combattant en attaquant direct en 16e donc je pense qu'ils sont là un petit peu le système, c'est un peu normal, hein, pour un peu faire du business tout simplement, je pense. Ils sont là pour qu'il y ait plus de visibilité et que tous les matchs, on ait envie de les regarder. Mais c'est vrai qu'en tant que sportif, j'imagine à la place de Jules et à la place de ceux qui sont là-bas, tu t'arraches, toute l'année vraiment pour être, hyper performant, pointilleux, vraiment sur le haut niveau et tu te rends compte où tu arrives à une compétition où tu vas devoir faire partie d'un système qui est un peu complexe et qui représente pas vraiment le haut du panier mondial finalement, sur les premiers jours de compète donc oui, je comprends qu'ils soient un peu partagés mais moi d'extérieur, c'est plutôt cool, quoi.
Ah, c'est sûr que nous on va se régaler, hein. Dès samedi, ça va être un programme très très riche, évidemment. Tristan, on sera là pour le commenter sur les antennes de l'équipe. On va mettre d'ailleurs le programme des équipes de France de ce week-end. Les filles qui vont débuter par l'Allemagne, puis le Japon, et qui dimanche affronteront l'Angleterre. Ça, c'était la bonne pioche, hein, indéniablement. Fallait avoir dans son groupe le pays hôte, parce que ce soit chez les filles ou chez les garçons, c'est vraiment pas les équipes qui font le plus peur. Et puis chez les garçons, par contre, le groupe il est un petit peu plus relevé, parce qu'à la place de l'Angleterre, c'est Taïwan, et on a quand même Japon et Allemagne, donc ça va faire des gros gros matchs. Et donc, bah, j'en viens à ce qu'on disait tout à l'heure, et ce qu'on se disait tout à l'heure, Jules. Il va y avoir forcément du turnover dès les premiers matchs, enfin dès les premiers jours, parce que ça veut dire 3 matchs en 2 jours, 2 samedis, un dimanche, et potentiellement, que ce soit chez les filles ou chez les garçons, on verra qui jouera d'abord. Mais le lundi, il y aura un 16e de finale qui va suivre. Donc 4 matchs en 3 jours, va falloir utiliser les 5 joueurs ou 5 joueuses, quoi qu'il. Oui, c'est sûr. Déjà, je voulais juste rajouter pour compléter, ce qu'on a dit juste avant, Tout à fait, vas-y. que je trouvais pas ça normal que, les Anglais soient rajoutés dans les 8 parce que, par exemple, je me mets à la place du Danemark, je crois que c'était le Danemark qui était 9, enfin qui était 8 normalement chez les gars et voilà, tu te bats toute l'année pour avoir un bon classement et au final, bon, que le pays hôte soit qualifié pour la compétition, je trouve ça normal, mais qu'on les mette dans les 8, non, je trouve pas ça normal du tout. Mais bon, voilà, bon, ferme la parenthèse, mais je voulais compléter, ce Lâche-toi, que Jules, j'avais dit lâche-toi, avant. lâche-toi. Non, mais puis chez les Anglais, t'as le droit, hein, de toute façon. Ouais. Et non, mais pour, revenir au match de ce week-end, c'est vrai que, bah, il y a 3 surtout pour les garçons, 3 matchs très difficiles dès le début. Pour les filles, dès le samedi, 2 matchs, ça va s'enchaîner, 2 matchs très difficiles. Forcément, il va y avoir du turnover, mais enfin, j'ai envie de dire, oui et non, parce qu'il faut les gagner ces matchs-là, ils sont importants. Je pense que c'est très important de finir le plus haut possible dans cette poule. Pour les garçons, finir premier c'est important pour, éviter d'être dans le tableau de la Chine. Donc, voilà, je sais pas vraiment sur quel pied danser. Je pense que, hem bon, il y a pas de doute chez les garçons, Alexis, Félix, ils vont jouer, dès le début. Après, je sais pas quel choix va être fait, mais bon, moi, je pense que naturellement, enfin, mon avis, en tout cas, c'est que c'est Simon qui va commencer. C'est lui qui a l'expérience, puis il est costaud, quoi, Simon, faut le déloger aussi. C'est un super joueur, il a une expérience de fou. C'est pas facile d'entrer dans un championnat du monde comme ça et voilà, lui, je pense qu'il a quand même pris cette habitude-là. Donc, je vois bien débuter ça comme ça. Et chez les filles, bah, je pense que je pense que la composition, elle est un peu plus facile à faire parce qu'il y a peut-être un peu plus d'écart entre les 3 premières et les 2 moins bien classées. Après, on l'a vu au championnat d'Europe où ça s'est pas très bien passé. Heu, je pense que ça commencera avec Priti, Janan et Charlotte, mais voilà, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On l'a vu au championnat d'Europe et voilà, je pense que les filles, elles l'ont dans un coin de la tête, elles vont être revanchardes sur cette compète. C'est vrai que. Ouais, et puis je pense que Jules a raison, c'est peut-être aussi parfois dans ce genre de compétition que quelqu'un peut se révéler, hein. C'est des moments un petit peu bah, toi Jules, tu l'as vécu, hein, au championnat du monde à l'époque où, bah, tu avais jamais vraiment vécu ça et au final, tu avais réussi quand même à être performant, à t'arracher, je crois que c'était les matchs sur Dessailles peut-être à l'époque où ça avait été Ouais. vraiment, à l'arrache. Enfin, c'est vraiment des moments importants et puis c'est là aussi où on voit, certains qui peuvent tenir plus ou moins la pression parce que des compétitions en simple et des compétitions par équipe, c'est vraiment différent. Mmh. Faut s'imaginer ça, au ping, on a la chance quand même de pouvoir jouer en par équipe avec notre club. C'est quand même un truc sympa, c'est un truc qu'au tennis, par exemple, ils font beaucoup, beaucoup moins. Donc il y a certains joueurs et joueuses qui peuvent être complètement galvanisés, par ce côté-là et certains inhibés, mais chez les filles, on a vu Charlotte parfois, hein, surtout au championnat du monde où elle avait réussi à jouer, de manière incroyable sur des matchs hyper importants, que tu as tapé Winter, il me semble. En quart, ouais et Et en quart ouais, notamment, ouais. Mmh. donc c'est exceptionnel, elle est capable de ça. Mais moi je vois, hein, Rémi, ce que tu veux dire sur le turnover, mais Mhm. quand on est dans une compétition comme ça, le turnover, c'est quand même pas évident, hein. Je pense que d'entrée, tu as envie de mettre ta meilleure équipe. Mmh. Heu, le ping, je pense qu'on a la chance, de pas forcément être totalement emprunté physiquement, même si la compétition est longue et il y a beaucoup de compètes dans le sens où, heu, tous les joueurs, même les joueuses, s'entraînent à peu près de la même manière, pratiquement 2 fois par jour.
l'entraînement est beaucoup plus dur physiquement que les compétitions et donc ce genre de joueuses et joueuses sont complètement préparés à pouvoir enchaîner les matchs. La seule différence, ce sera un peu le côté, peut-être émotionnel, qui est pas facile à encaisser, mais encore une fois, quand ça commence bien, on prend confiance donc moi, je me fais pas trop de soucis, mais c'est vrai qu'en équipe de France, c'est un peu le choix du riche, là. Pour le coup, c'est vrai qu'Alexis Mmh. Félix, Simon, Flavien et Thibaut, on n'a jamais vu ça, une équipe de France aussi forte. Mais je suis de l'avis de Jules, moi. Honnêtement, c'est difficile de pas mettre Simon d'entrée. C'est quand même, celui qui a le mieux joué. Enfin, il y a pas de raison de pas le mettre, faut le prendre comme ça pour moi et il faut surtout se dire que si jamais, il est pas en forme ou que Alexis Félix d'ailleurs soit pas en forme, on sait jamais ce qui peut se passer, bah, on a Flavien et Thibaut donc c'est un peu le choix du riche pour le coup. Mais ils se connaissent très bien. Moi, je reviens là-dessus, mais quand je les ai vus à Nantes, on a la sensation qu'il y a une forme de sérénité autour de ça. Il y a certes une émulation interne, mais tout le monde, est à la bonne place, à la bonne distance un petit peu, de l'équipe donc mais ça va être intéressant. C'est vrai que moi, j'ai envie que Simon joue forcément, mais ça peut être super intéressant de voir un mec comme, Flavien ou Thibaut qui arrive sur un match, hyper important. Ça leur est jamais arrivé et on sait qu'ils ont le niveau pour, mais émotionnellement, c'est vraiment autre chose pour le coup. C'est pas facile. Ouais, Ouais. justement, tu parles du niveau émotionnel, Tristan, Jules, tu t'acquiesces. Un championnat du monde par équipe ou un championnat du monde individuel, qu'est-ce que tu préfères, toi, par exemple, Jules? Bah, j'ai pas eu la chance de jouer le championnat du monde individuel, j'ai joué les championnats d'Europe. Hem, Bah, Même les après, comme le même disait au niveau Tristan, européen, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que tu ouais, préfères? non, mais comme le disait Tristan, le par équipe, ça rajoute quelque chose en plus, je trouve. Tu Moi, je me rappelle, bah, comme disait Tristan, sur mes premiers championnats du monde, en Chine, bah, je devais pas être là, j'avais pas grand-chose à enfin, ouais, j'aurais jamais dû être là et je me suis retrouvé là-bas et je me suis retrouvé à jouer alors que dans mon esprit, quand je suis arrivé sur la compète, il y avait aucune chance que je joue, quoi et bah, c'était quelque chose au début, j'ai ressenti beaucoup de pression, un poids sur les épaules, mais ouais, tous les matchs étaient durs, quoi. Tu as l'impression que tous les matchs, ils vont être durs, quoi qu'il arrive, peu importe qui est en face, ça va être difficile et c'est pour ça qu'avoir l'expérience d'un Simon, bah, c'est pas négligeable et c'est pour ça, je pense qu'il va débuter et non, non, pour moi, c'est ce que je ferais, en tout cas, si j'étais coach, mais encore une fois, j'ai pas toutes les données, donc on verra bien. Et Malong, hein, dans le chat qui parle depuis tout à l'heure, et on va enfin prendre sa question, hein, qui nous pose justement la question sur la blessure de Simon qui s'est blessé avec Edmond en Pro A. Alors, je sais pas, Mmh. Jules ou Tristan d'ailleurs, toi qui étais au Bah, Média Day, si vous avez ah oui. des nouvelles. Vas-y, Bah, Jules. moi, il jouait contre Rouen et je connais, enfin, j'en ai parlé un petit peu avec Lilian et je pense qu'il s'est arrêté aussi. Enfin, c'était par précaution un petit peu qu'il a pas joué son deuxième match et je crois que le stage s'est très bien passé. Enfin, Tristan peut le confirmer, je pense. Donc, je pense que de ce point de vue-là, il y a aucun problème. Ouais, moi, quand j'étais un petit peu avec eux au stage, que ce soit, du coup, Ludo Rémy, hein, le coach, des filles ou Nat Molin, le coach des garçons, tout le monde avait l'air de dire qu'ils ont jamais été, tous autant en forme, en termes d'intensité à l'entraînement, hormis Léana, hein, bien sûr, qui s'est blessée. Mmh. Mais en tout cas, toutes les forces en présence, ils sont jamais autant sentis en forme, pas un pépin physique. Alexis, il était un petit peu malade, mais bon, ça reste, pas grand-chose, il y avait encore du temps, pour récupérer. Mais non, je crois que Simon, honnêtement, tout va bien. Bon, c'est une très très bonne chose. On va entrer donc, bah, on continue d'entrer de plein pied dans ce mondial. On va commencer par les filles. On en a parlé justement dans le turnover que bah, ça commençait très très dur avec l'Allemagne, puis le Japon. Oui, c'est ça, c'est l'Allemagne puis le Japon, avec notamment, elle a été citée, Sabine Winter évidemment, qui actuellement est la meilleure joueuse hors chinoise, hein, tout simplement, indéniablement. Le, le jeu mis en place par l'équipe de France, emmené par Ludovic Rémy. Voilà, je vous ai fait un petit truc un peu jeu de cartes parce que c'est un peu ce qu'a fait la Fédé au niveau de la communication. Donc évidemment Giannan et Pritika, les deux sœurs Lutz, Charlotte et Camille, Audrey Zarif qui a donc remplacé Léana Auchard. C'est exactement le même 5 qu'il y a 2 ans à Mmh. Busan. Donc parce que Audrey remplace Léana. De toute façon, avec la blessure de Léana, il n'y avait pas moyen de faire mieux au niveau du casting, Jules. Je pense que tu seras d'accord. Oui, après, moi, pour donner mon avis, je pense que c'est ce que j'aurais fait dès le départ, comme Ok. sélection.
Bon après c'est que mon avis, mais je pense qu'Audrey elle apporte, pas mal de stabilité aussi en dehors, de la table, dans le groupe. C'est quelqu'un qui rassemble beaucoup et je pense que ouais, je pense que j'aurais fait ce choix-là. Après ensuite au niveau des compos, je pense que d'entrée, comme on l'a dit tout à l'heure, je pense qu'il y a 3 joueuses qui se dégagent, pour être sur la feuille de match direct. C'est Janan, Priti et Charlotte. Je pense que d'un point de vue niveau de jeu, je pense qu'elles sont toutes les 3 au-dessus. Donc je pense pas qu'il y aura trop de surprises de ce côté-là et ouais, 2 matchs difficiles, hein, Japon et Allemagne. Je pense que l'Allemagne, c'est vraiment pas la même équipe qu'il y a 2 ans. Il y a 2 ans, en quart de finale, les filles avaient fait un super match, mais là, bah, Winter, c'est pas la même joueuse, hein. C'est C'est comme si c'était une joueuse différente. Vraiment, c'est plus la même et enfin, ça va être très difficile d'aller la chercher et ensuite, une joueuse comme Kaufmann qui était très jeune il y a 2 ans, qui a progressé, qui a pris de l'expérience, qui a joué pendant les Jeux aussi. Donc ouais, ça va être une sacrée équipe et il va falloir sortir un gros match et le Japon, bah, on les connaît, les Japonaises, elles ont un réservoir, quasi illimité de joueuses. Il y a des joueuses, tu te demandes comme enfin, je pense dans n'importe quelle équipe nationale à part la Chine, elle serait titulaire. Je pense à Odo par exemple, qui est pas dans la sélection, qui est pas dans les 5. Donc ouais, cette équipe du Japon, c'est très difficile, voire impossible d'aller la chercher. Tristan, après ce qui s'est passé au championnat d'Europe, ça peut jouer dans les têtes ou est-ce que il y a ce côté désormais, bah, on a moins de pression parce que au-delà des deux adversaires que sont le Japon et l'Allemagne, puis évidemment de l'autre côté la Chine ou la Corée du Sud, euh, ça peut, on peut un peu se libérer par rapport à la pression qu'il y avait peut-être en fin d'année dernière. Ouais, je pense pour le coup là ça a vraiment rien à voir, par rapport au championnat d'Europe. Je dirais pas qu'il y a rien à perdre, mais pas loin, surtout sur cette première phase de poule où, bien sûr il y a l'Angleterre, hein, où, là c'est un autre match, vraiment à leur portée. Mais, oui, si on parle des 2 équipes, féminines de ce niveau-là, je sais pas s'il y a déjà eu un niveau pareil dans le tennis de table féminin, mondial. Honnêtement, les asiatiques, notamment les chinoises bien sûr, hein, on en parle, souvent entre nous, dans le ping, mais je crois pas qu'il y ait déjà eu des joueuses aussi fortes. Autant de joueuses, on pourrait se poser la question d'ailleurs pourquoi elles jouent aussi bien. Je sais pas si, elles s'entraînent différemment, peut-être que le fait qu'il y ait des nouvelles balles, peut-être, il y a sûrement un peu moins d'effet, donc elles peuvent s'appuyer sur leur qualité de vitesse, peut-être plus qu'avant, c'est possible. Mais, moi en tout cas à chaque fois que, j'ai la chance de commenter leurs matchs, je suis époustouflé par leur niveau de jeu. Elles sont capables de jouer, près de la table, mais elles sont capables de reculer maintenant aussi, elles sont capables de taper fort et cetera, donc, il y a une concurrence qui est hallucinante, notamment, au sein de l'équipe de Chine. On espère qu'il y a la petite Harimoto, hein, qui va peut-être réussir à se hisser, comme son frangin d'ailleurs. Mais, oui, pour les filles, honnêtement, pour moi, là, au niveau de la mentalité, je pense que c'est ce qui leur a fait peut-être un peu de mal. Hem, Elles ont fait une médaille, incroyable au championnat du monde, personne s'y attendait et derrière, peut-être que dans leur tête ou les gens qui gravitaient autour, on s'attendait à ce qu'elles fassent aussi bien aux championnats d'Europe et aux jeux olympiques notamment et c'est des choses, surtout à leur âge, hormis pour Janan, mais qui est pas évident à gérer quand même et là, parfois, je pense notamment au championnat d'Europe où elles ont pris vraiment un coup de massue. Je pense que, enfin, c'est honnête juste de dire qu'elles étaient pas fières d'elles, de la manière dont elles ont joué et ça, parfois aussi, ça fait du bien, hein. Ça permet aussi de mettre un peu les pieds dans le plat, de se remettre en question et de repartir sur, des objectifs vraiment, à sa portée, tout simplement donc là, en tout cas, moi, quand je les ai vues, ça avait l'air, de bien se passer, quoi. On sentait vraiment une intensité dans l'air de jeu, mais une forme aussi de plaisir. Elles avaient aussi, le sourire, elles étaient contentes de se voir et je pense que Jules, il a raison en parlant d'Audrey. Je trouve que les filles, le niveau est que ce soit, Camille, Audrey, même Léana, le niveau est vraiment, semblable, hein, ça se ressemble énormément. Mais c'est vrai qu'Audrey, elle a quelque chose, elle était là aussi au jeu et elle est capable, elle, de faire un pont, un peu le pont de génération entre Janan et les autres, où, elle est capable de venir parler à Janan, de rassembler les filles, d'être assez rassurante, d'être en permanence positive. Donc, ouais, je pense qu'elles ont l'air bien en tout cas. On va voir comment ça se passe, mais, elles ont l'air bien. Ouais, on espère que ça va bien se passer. Je vous remets hein, le programme de l'équipe de France féminine en phase de groupe. L'Allemagne, puis le Japon samedi, dimanche l'Angleterre. Logiquement, on espère qu'il y aura au moins une victoire quand même sur ce premier tour. Ce serait quand même évidemment rassurant, même si on le rappelle, en 16e de finale de toute façon, elles y seront. C'est pour définir le tableau. Je vous mets aussi très rapidement
le groupe d'en face avec Chine, Corée du Sud, Taïwan et Roumanie. C'est bien simple, hein, de toute façon, il y a qu'une seule équipe qui n'est pas en commun avec les hommes, c'est la Roumanie qui est remplacée par la Suède chez les garçons. Et ça, justement, je voulais l'aborder très rapidement avant de passer sur les principaux prétendants chez les filles, même si finalement il n'y en a qu'un seul. On voit qu'il y a vraiment ces 6, allez, on va dire 8 pays du coup avec la Roumanie et la Suède qui se détachent totalement, que ce soit donc le Japon, l'Allemagne, la France, la Chine, la Corée du Sud, chez les garçons, chez les filles, c'est au-dessus. Est-ce qu'on a un ping à deux vitesses, Jules, selon toi? Non, je pense pas. Je pense que c'est de moins en moins vrai. Hem, Moi, je trouve qu'il y a de plus en plus de bons joueurs dans tous les pays. Hem, m Moi-même, j'ai pas une grande expérience. Je veux dire, ça fait quoi? Ça fait 3 4 ans que je joue sur le circuit et je constate vraiment, année après année, l'évolution et la densité de joueurs qu'il y a et qui viennent de partout, quoi. Je veux dire, il y a des bons joueurs qui viennent de tous les pays. Je veux dire, je prends un exemple, tout simple qui me vient en tête, c'est Ursu, le Moldave, quoi. Il est moldave, le mec, il joue super bien. Enfin, je veux dire, il y a des bons joueurs dans tous les pays. Du coup, bah, forcément, au niveau quand c'est par équipe, oui, les plus grosses nations, elles ont plus de joueurs et du coup, bah, ça se fait plus ressentir cette différence-là et on peut peut-être dire que c'est à 2 vitesses, mais bon, c'est pas parce que ces équipes-là sont mieux classées et que sont dans les 8 premières têtes des séries qu'elles peuvent pas perdre contre les autres et mais d'un point de vue global, en individuel, moi je trouve qu'il y a des bons joueurs de partout et que le ping, est en train de prendre une vraie dimension mondiale, quoi. Ça joue au ping partout et ça joue bien partout. Ouais, moi je suis d'accord avec Jules, ça me faisait rire quand, on va dire, moi sur mes premiers, on appelait ça des pro tours à l'époque, pas des WTT. Ça devait être à peu près vers 2010-2011. On parlait un petit peu avec, le sélectionneur d'équipe de France, Patrick Chila, et on avait un peu la même discussion, comment le ping évolue, c'était comment par rapport à votre époque, et donc évidemment, bah, ça chambrait, hein, comme, on peut s'y attendre, et hem On le fait toujours. on parlait justement de Jean-Michel Sèvres, donc qui était le concurrent principal de notamment Jean-Philippe Gatien, ancien numéro 1 mondial dans les années, 90-95 et allez, tout début 2000. À l'époque, en 16e de finale, donc faut imaginer comme les WTT, heu, certains ils regardaient même pas qui jouait au premier tour. C'est-à-dire que les têtes de série sur le mec qui sortait des qualifs, c'était pratiquement imperdable pour eux, quoi. Faut se rendre compte ce que ça veut dire, hein. Ensuite, moi, quand j'ai commencé les pro tours, il y avait des poules souvent, c'était pas élimination directe et souvent on était 3 par poule et moi je me souviens, si le mec qui était 3 de poule, il était au-delà de la, je vais dire 180, 200e place mondiale, on va dire à peu près, bah, il était vraiment pas bon. Genre c'était impossible de se dire que on aurait pu être en difficulté ou quoi que ce soit et là aujourd'hui, faut s'imaginer que même des mecs qui sont, déjà non classés, il y en a qui jouent super bien, des Coréens qui viennent de nulle part, ou le pire c'est, je pense les Japonaises, notamment. Mmh. Bah, tout le monde joue bien. Je pense que maintenant quelqu'un qui est 300 mondial, ça veut dire quelque chose. Pourquoi? Je sais pas. Il y a un nombre de paramètres, incalculable. Je sais pas, d'où ça vient. Je sais pas si c'est la formule qui fait ça ou quoi que ce soit, mais je dirais que la densité, le niveau moyen a augmenté énormément. Notamment, je dirais, entre 100 mondial et 250 en caricaturant. Maintenant, les mecs jouent vraiment super bien à ce niveau-là. Mais par contre, c'est vrai que, si on prend, je sais pas, peut-être le top 10 ou le top 15 mondial, je suis pas persuadé que ça joue mieux qu'avant. Ça reste, compliqué, chacun peut avoir ses avis, mais vraiment, c'est surtout la densité, du niveau moyen, je trouve, qui a explosé complet. Ah ouais, moi je suis 100 d'accord avec ce que dit Tristan et je dirais même qu'entre 60 et 150 mondiales, enfin en tout cas chez les garçons, les mecs ils jouent quasiment tous à peu près pareil quoi, il y a pas de grosse différence de niveau. C'est juste en fonction de la forme du moment, si tu as plutôt bien performé ou pas sur les tournois, bah, tu es plus ou moins bien classé. Mais, la différence de niveau entre un mec qui est 60 et qui est 150, elle est vraiment minime quoi. Et et des fois je m'amuse à regarder le classement, je regarde, 170-180, je me dis: «Putain, lui, il est 180 mondial, comment c'est possible? Il joue super bien. Lui, il est 200, comment c'est possible?» Et en fait, le nombre de gars qu'il y a comme ça, parce que la densité, elle est tellement importante que, ouais, ça devient ouais, c'est hyper impressionnant de voir le nombre de bons joueurs qu'il y a, quoi. Mais parce que pour comparer un peu, les générations, mais ça dépendait pas forcément, des joueurs même, mais c'est le côté vraiment structurel, du circuit international.
Bien évidemment, moi aussi, il y avait, les championnats d'Europe, les championnats du monde, et cetera. Mais, le circuit international WTT, c'était complètement différent. Même le règlement a changé. C'est-à-dire que, Jules, je pense que tu peux super bien l'expliquer, mais, par exemple, nous, à l'époque, si on perdait contre quelqu'un de plus faible, ben, on perdait, beaucoup plus de points que si on perdait contre quelqu'un de plus fort. Donc, les performances Mmh. comptaient. C'était un peu comme le classement français, voilà, pour caricaturer. Et aujourd'hui, c'est seulement les tours qu'on passe. Donc, il faut se Mmh. rendre compte à quel point le Comme au joueur qu'on va tennis. jouer, c'est exactement comme le tennis et on doit défendre ses points, tous les ans. Donc, ça en devient un peu, en caricaturant, c'est un peu, un play to win d'une certaine manière parce qu'il faut jouer beaucoup. Et pour vous imaginer, moi je me souviens quand on prenait les hôtels à l'époque, on prenait l'hôtel qu'on voulait, de manière générale, en Pro Tour, et je pense que si même on prenait l'organisation, on allait payer quoi? Peut-être, 80 € par jour, des choses comme ça. Là, moi, je me souviens, le dernier Pro Tour que j'ai fait, c'était en Bulgarie, c'était un WTT du coup. C'était, je crois, peut-être 230 € par jour obligatoire. Et j'ai regardé sur Booking l'hôtel combien il coûtait en vrai, c'était peut-être, 35 €. Donc, c'est hallucinant, et donc ça demande, beaucoup de moyens, et on peut partir du principe que les gens qui se lancent sur le circuit sont peut-être encore plus déterminés qu'avant et ont encore plus envie de performer et mettent encore plus au centre de leur vie le ping pour en arriver à un niveau comme ça. Ça peut être une théorie, je sais pas, mais en tout cas, ça a changé complètement de dimension. Mais enfin, moi, ça m'aurait donné le vertige en commençant le ping de savoir que ça coûtait aussi cher, quoi, par exemple. Maintenant, c'est un autre monde. Il y a Malong dans le chat qui dit que selon lui, c'est grâce au circuit WTT qui a permis à toutes ces joueuses et tous ces joueurs d'évoluer, parce qu'il y a c'est vrai qu'il y a WTT toutes les semaines, alors des plus importants ou pas, enfin comme en tennis en fait. Tristan, je te vois hocher la tête, vas-y, si t'es d'accord avec cette théorie. C'est possible, honnêtement, j'en sais rien. Je sais pas si ça fait pas assez longtemps que c'est là pour pouvoir comparer. C'est vraiment multifactoriel, je veux dire, d'avoir une analyse comme ça. Moi, j'ai juste des échos un petit peu, mais Jules va bien en parler, mais pour les joueurs, c'est devenu, honnêtement très difficile. On va parler juste d'un point de vue, budget, hein. Faut se rendre compte qu'en équipe de France, maintenant, il y a 5 joueurs qui sont, dans les 25 mondiaux pratiquement. Donc, la fédération va pas prendre en charge forcément les compétitions pour le 6, 7, 8, 9, 10, et cetera. Et si on veut faire, je sais pas, quelque chose comme, 12 Pro Tours, 12-13 Pro Tours par an, ce qui est le minimum si on veut être compétitif, bah, on va devoir payer, je sais pas, au moins 15 000 €. Et pour autant, les prize money n'ont pas augmenté et les salaires en club non plus n'ont pas augmenté. Donc, peut-être que le WTT a permis que le niveau augmente, mais par contre en termes de pénibilité, en termes de difficultés, financières, même, psychologiques, humaines, et cetera, pas simple. Jules, tu le vois comment, toi justement? Ouais, non, je suis plutôt d'accord. Après, honnêtement, je pourrais en parler longuement de ce sujet-là. Mais oui, oui, globalement, je pense que le fait qu'il y ait de plus en plus de compétition et que, entre guillemets, ça se professionnalise et que bah, quand on investit des sommes pareilles, on est obligé de se donner à fond. Donc, je pense qu'il y a de plus en plus de joueurs qui intègrent le circuit parce qu'il y a beaucoup de compètes et du coup qui donnent à fond et qui s'entraînent beaucoup pour y arriver parce qu'il y a des sommes d'argent importantes en jeu. Et du coup, bah, ça fait qu'il y a de plus en plus de bons joueurs. Je pense que le raisonnement de Tristan est très bon et ouais, après, on peut le voir de 2 côtés et c'est bien parce que le ping est de plus en plus compétitif. Mais après, est-ce que c'est bien raisonnable, parfois de mettre autant de choses en jeu? Je sais pas, j'ai pas la réponse, mais bon, Non, Moi, le des seul fois je truc, pense. le seul truc un petit peu, là, c'est vraiment une théorie, hein, c'est juste, mon point de vue. Je pense aussi que, bon, on s'en souvient tous, hein, à l'époque, on avait des balles 38, donc beaucoup plus d'effets, beaucoup plus de vitesse. Ensuite, on est passé aux balles 40, mais celluloïdes, donc avec plus d'effets que maintenant. Maintenant, c'est des balles plastiques. Et à ce côté, quand même, où le jeu avec la balle 40, c'était encore plus le cas en 38, bien sûr, était beaucoup plus sur le service remise, les effets, les premières balles, et cetera. C'était difficile, comme on le voit maintenant, d'envoyer des contre-tops, pour donner un exemple. Maintenant, si on envoie une balle un peu, de rebond dans le coup droit adverse, quand on est prêt à démarrer cette balle, on est presque désavantagé si on démarre dans le coup droit. Alors qu'à l'époque, la stratégie, ça allait être de mettre le maximum d'effets parce Mmh. que la balle allait être presque incontretoppable. Et donc tout ça pour développer sur le fait qu'à l'entraînement maintenant,
en soi, c'est beaucoup plus facile de faire beaucoup d'échanges. Je pense qu'il y a ce côté-là quand même. Maintenant quand on voit les mecs jouer et cetera, ils font l'exercice donc le 2-2, les choses comme ça. Limite, ils pourraient arrêter la balle à chaque fois avec la main, le nombre d'échanges qu'il y a. Donc, le fait qu'il y ait plus d'échanges qu'avant, je pense que les gens prennent peut-être plus de plaisir et c'est peut-être un jeu d'une certaine manière un peu plus facile à jouer qu'avant, en caricaturant. Donc, peut-être que ça pousse les mecs à s'entraîner un peu plus. Mais, c'est vraiment une théorie, hein. Ça m'étonnerait que tout soit, casé, ça m'étonnerait que ce soit une causalité si facile, quoi. Et la question, là, dans le chat, justement, Guigui Boy qui dit que le WTT a peut-être pris un petit peu trop le pas sur les compétitions nationales. On le voit par exemple chez nous avec la Pro A qui change de format à compter de la saison prochaine pour justement permettre à tous les joueurs et joueuses de jouer de jouer sur le circuit international et donc d'être plus souvent à dispo de l'équipe de France, hein, tout simplement. Justement, Tristan, toi, tu as joué en Pro B cette saison, mais Jules, tu as joué avec Torigny en Pro A. Tu vois ça évidemment du premier rang. Comment tu le penses? Et toi, est-ce que tu penses comme Guigui que ça a pris un petit peu trop le pas sur les autres compétitions, pas seulement nationales, hein, d'ailleurs, il parle de la Ligue des Champions aussi. Oui, après, moi, j'ai un avis assez négatif sur la Ligue des Champions. Je trouve que c'est une compétition qui représente pas grand-chose. N'importe qui, faut savoir que n'importe quelle équipe peut s'inscrire, hein. Donc, nous, les Tourigné, en ayant fait sixième du championnat ou cinquième, je sais plus, si on veut s'inscrire, on s'inscrit. Donc, ça représente rien. Tous les ans, c'est les mêmes équipes. C'est les équipes allemandes. Bon, maintenant, il y a Montpellier. Mais voilà, en plus, depuis qu'il y a plus les équipes russes, je trouve que ça ressemble pas à grand-chose. Bon, bref, c'est mon avis. Mhm. Mais sur le fait que le WTT prend beaucoup de place, oui, et je suis plutôt d'accord avec ça. Hem et pour moi, c'est que le début. Je pense que ça va continuer et finalement, peut-être que les championnats par équipe, comme la Pro A, sont amenés à disparaître. Mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, joueurs, enfin, la plupart des joueurs, on a besoin de jouer en club pour pouvoir financer le WTT. Donc il y a un moment où ça va pas le faire. C'est que si on peut plus jouer en club et gagner de l'argent, bah, on pourra pas réinvestir on n'aura pas l'argent pour, payer nos WTT. Donc, on est obligé de jouer en club, va falloir trouver des solutions. Après oui, il y a des réformes qui sont mises en place. Pas l'année prochaine, mais l'année d'après, on aura moins de matchs de pro. Est-ce que c'est une solution? Je ne sais pas. Est-ce que ça va pas faire, l'effet inverse? Et est-ce qu'on va pas on va pas perdre en salaire parce qu'il y aura moins de matchs et du coup, après ce sera compliqué pour nous de jouer les WTT? C'est possible aussi. Ouais, c'est pas facile de trouver le bon équilibre. Et le rythme, il est assez effréné, hein, on joue tout le temps, hein. C'est pas facile de se dégager des périodes d'entraînement et ouais, je sais pas, j'ai pas la solution miracle. Ouais, non, mais après, c'est sûr, hein, je vois ce que je veux dire. Je veux pas faire, l'anticapitaliste, primaire, hein, mais c'est sûr que quand on privatise, tout à ce point-là et que le sport business, prend le pas un peu parfois sur le côté un peu totalement, sportif, simple des choses, parfois on en arrive un peu à des caricatures. C'est vrai que nous, le ping, on a un peu ce côté, sport santé, ping associatif. Le club, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Je pense que la plupart des clubs, l'argent vient la plupart du temps, du contribuable, donc de la mairie ou ces choses-là, plutôt que des sponsors privés. Hormis certains clubs, hein, qui ont réussi à faire ça, mais là actuellement, si ça continue comme ça, ce qui va prendre le pas, ça va être des ligues privées. Je pense que c'est ils ont déjà commencé à le faire un peu en Inde. À l'époque, ils avaient fait ça aussi à Singapour et forcément, les clubs, vont avoir, de moins en moins d'argent s'il y a pas, les mairies, les régions et certains sponsors un peu privés qui donnent de l'argent au club. Donc, les joueurs, ils vont se dire: «Bah, écoute, je préfère, gagner un peu plus de ronds, à aller, 2 semaines en Inde et prendre, le salaire quasiment que j'aurais pris à l'année à jouer toutes les 2 semaines, dans mon club». Même s'il y a l'attachement du club et les Français, notamment je pense qu'en Allemagne aussi, mais les Français ont vraiment à cœur, hein. On a tous, quand on était gamin, regardé la Pro A, on a vu les années Levallois depuis tout petit et tout. Donc forcément, on est attaché à ça, mais il y a un moment aussi, il faut une viabilité, d'un projet tout simplement. On parlait des la enfin, la complexité un peu des circuits WTT. Il faut ajouter à ça les championnats du monde, les championnats d'Europe, les championnats de France qui sont très importants. Donc ça, Jules, il est, encore mieux placé que moi, pour en parler bien évidemment, mais
on a pratiquement plus le temps de s'entraîner, clairement, d'avoir même des périodes de développement et tout. Donc, les implications, du circuit WTT, en fait, elles sont énormes, finalement. Quand on regarde les conséquences, un peu, à long terme, elles sont énormes. Jules, est-ce que justement, toi, ça ressemble à quoi ta saison type là actuellement? Bah, ma saison type, en fait, il y a pas de saison type, j'ai envie de te dire. De septembre à avril, il y a des matchs de pro. Après, le calendrier, il est pas évident à suivre parce que des fois, on joue 2 3 matchs d'affilée, des fois, on joue pas pendant un mois. On joue que de septembre à avril, donc voilà, c'est assez court finalement. Et puis sinon, tout le reste de l'année, bah, il y a des WTT quoi, de janvier à jusqu'à décembre. Enfin, en décembre, il y en a un petit peu moins souvent, mais dès le 10 janvier, ça reprend quoi. Donc donc ouais, c'est pas facile. Moi, ça fait en plus avec mon club, je joue tous les matchs, ça fait je crois que j'ai compté, je suis à plus de 40 rencontres où j'ai joué, pas où j'ai été présent, où j'ai joué. J'ai joué la saison complète cette année, la saison complète l'année dernière et celle d'avant, j'avais fini les 5 derniers matchs peut-être. Donc avec tous les WTT qu'on joue, ouais, ça fait beaucoup forcément et l'important, je pense que c'est de trouver des moments où, bah, accepter qu'on joue pas à une compète, pas un WTT pour se dégager 2 3 semaines d'entraînement. Voilà, c'est actuellement le cas. Cette semaine et les 2 prochaines semaines, je suis à l'entraînement à l'INSEP, notamment parce qu'il y a les championnats du monde et qu'il y a pas d'autres compètes. Mais et le plus important aussi, c'est de savoir s'entraîner quand on est en compète. Quand on enchaîne plusieurs compètes et quand on a perdu à la première, bah, c'est important de pouvoir s'entraîner sur place et de pas attendre, pour ma part, d'être rentré à l'INSEP pour s'entraîner et ouais, il faut être hyper autonome et c'est vraiment différent de ce qui se faisait avant, je pense. Ah ouais, non mais attends, j'ai entendu, c'était, Aurélien Puel, du coup, le coach de Pritika en équipe de France, qui m'avait dit qu'il y a des Japonais et des Japonaises, en plus, en perdant leur match, ça leur arrivait, 1 heure après d'aller s'entraîner en compète. Je dis: «Mais pour nous, c'était inenvisageable. À l'époque, on perdait un match, on regardait le billet d'avion pour le décaler et le soir, vu que on était dégoûté d'avoir perdu, on sortait et on revenait après pour aller s'entraîner à l'INSEP, quoi». Enfin, je veux dire, c'était vraiment ça, nous. C'est vraiment pas le même monde, hein, pour le coup. Mais oui, vraiment, je pense qu'on pourra en parler longtemps, surtout en plus, Jules qui a vécu, le changement en WTT, être, dans les meilleurs, ensuite redescendre, ensuite, vivre l'ascension des Lebrun, donc il pourra en parler des heures. Mais c'est vrai que moi j'ai l'impression que c'est plus le même ping, mais c'est plus du tout la même structure en tout cas. Hmm. C'est vrai qu'on s'est un peu éloigné du sujet de Ouais, base, mais en même carrément. temps, on est là pour parler du ping en général, et donc ces mondiaux évidemment en font partie, et ils sont un peu dans l'air du temps. Tu le disais au début, Jules, sur ce format que tu trouves un petit peu moyen, qui te plaît pas des masses, et qui est en effet un peu dans l'air du temps du sport business, d'ouvrir les compétitions à de plus en plus de monde, etc. C'est vrai on est un petit peu en plein dedans. On va terminer très rapidement côté féminin parce que bah, bien évidemment on a commencé. Je rappelle, je vous la remets tout de suite à l'image. Les 5 filles de l'équipe de France qui sont sélectionnées, ce sont les mêmes qu'en 2024. On va se pencher très rapidement sur les adversaires. Alors évidemment, je vais vous donner le 5 des Allemandes. Sabine Winter, Ying Han, Nina Mittelam, Annette Kaufmann et Yuan Wan. Donc voilà, c'est plutôt solide. Et puis évidemment, également, je vais vous donner les 5 joueuses japonaises où bon, bah, il y a des absentes de renom. Avec Miwa Harimoto, bien sûr, Ina Hayata, Onoka Hashimoto, Miyu Nagasaki, Rin Mende. Voilà ce qui attend nos joueuses tricolores. Et puis, évidemment, parce que bien entendu, il y a l'ogre du tennis de table féminin, c'est l'équipe de Chine. On voit absolument pas qui peut battre cette équipe. Je vous ai mis le 5 parce que bon, c'est quand même marrant. On a donc Sun Yingsha, numéro 1 mondial, Wang Manyu, numéro 2 mondial, Chen Qingtong, numéro 3 mondial, Kuai Man, numéro 7, elle est pas bonne, et Wang Yidi, numéro 8. Voilà, donc bon, je pense T'as que de dit, je toute pense façon, qu'elle pourrait jouer le haut du tableau en Pro B, masculine en France. c'est Franchement, c'est indécent. Enfin, t'as 5 c'est joueuses, hallucinant. 5 joueuses sont dans les 8. On rappelle que Zhu Yuling, elle a joué aussi pour la Chine, hein. Maintenant elle représente Macao, mais la quatrième joueuse mondiale aussi est chinoise. Bon, y a pas vraiment de débat là, Jules, c'est à savoir qui va terminer deuxième là, ce côté féminin. Oui, oui, après il faut se rappeler quand même qu'elles avaient gagné 3-2 contre le Japon il y a 2 ans, si je me souviens bien. C'est vrai. Hem
Après, je pense que Hayata était bien plus en forme que ce qu'elle est actuellement, et bien plus forte. Ouais, honnêtement, je les vois pas du tout perdre, même contre le Japon, même si Harimoto a progressé, même si Hashimoto, bah, c'est une défenseuse de qualité. Hem, non, honnêtement, je vois vraiment pas la Chine perdre. Elles sont trop solides, elles pourraient même faire 2 équipes. Je pense que les 2 équipes se retrouveraient en finale. Donc non, non, franchement, pour moi, il y a pas vraiment de doute, sur le résultat final. Je crois que la Chine, ça devait être peut-être, en 2010. Ouais, en 2010, oui, je crois, où elles avaient perdu en finale à l'époque, Contre contre Singapour, ouais. Singapour. Ouais, Et c'était à l'époque la numéro 1, ça devait être Liu Shiwen et elle avait fait 0 en finale. Bon après elle avait perdu Feng Tianwei, je crois, qui était ouais. aurait pu jouer aussi en équipe de Chine, hein. Mais, à l'époque en fait, une fille comme Liu Shiwen, elle était extraordinaire. Techniquement, elle était, on va dire, comme Sun Yuncha peut-être, mais elle était beaucoup plus fragile. Ce qui est assez choquant chez Sun Yuncha et aussi Wang Mengyu, c'est que non seulement, elles sont très, 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 très fortes techniquement, tactiquement, tout ce que vous voulez, mais dans la tête, c'est très, très, très solide, hein. Avec Rémi, à chaque fois qu'on commente, on rigole, on regarde les stats et les stats, c'est pas possible. On a Elles sont l'impression que c'est comme, 90% de victoire. non, mais c'est Djokovic, Nadal et Federer à la grande époque, quoi. Vraiment, c'est Heu, n'importe quoi, c'est donc on peut comparer ça à l'équipe de Chine, masculine, d'il y a 2 ans aussi. Il y a 2 ans, ah ouais, c'était ouais, monumental. Il y a ouais, 2 ans, c'était incroyable. mmh, On avait quoi? On avait Fan, on avait Malong, il y avait Wang Et Wang Wang Chuqin qui était Chuqin, Chuqin, déjà là. ouais. Je sais plus qui étaient les 2 autres. J'ai plus le. Jun Jin-Kun, Ling Gaoyan. Ouais, bon, ça va, ça va. Et pas le même Liang Jin-Kun qu'aujourd'hui, hein. Alors, et on va en Le parler de très Liang bon Liang Jin-Kun. Jin-Kun et le Alors, très bon Ling Gaoyan aussi. on va en parler de Liang Jin-Kun parce qu'il y a des choses à dire sur cette équipe de Chine masculine. Parce que chez les filles, il n'y a pas de problème. Chez les mecs, je vais pas tomber dans la provoque, mais quand même un petit peu, hein, quand on va parler du tournoi masculin. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tournoi féminin. On l'a dit, il y a beaucoup d'adversaires pour cette équipe de France. Euh, on est d'accord que s'il n'y a pas de médaille comme il y a eu il y a 2 ans, c'est pas un accident industriel, Jules. Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Je pense que ça va être difficile de réitérer l'exploit. Hem, voilà, si déjà elles font le même résultat qu'il y a 2 ans, ce serait exceptionnel, ce serait magnifique. 2 médailles de bronze sur 2 éditions consécutives, ce serait un super beau résultat. Mais je pense que non, si elles font pas de médaille, c'est pas scandaleux, loin de là. Hem, voilà, se faire une place dans le top 8 déjà, être en quart, ce serait déjà une belle performance. Parce que je pense qu'en 16e, enfin en 16e, en 8e, va y avoir des équipes difficiles à jouer, donc confirmer sa place dans le top 8, déjà, ce serait un bon résultat. ouais, Tristan, puis je t'es suis d'accord? d'accord, c'est ouais, c'est pas facile, de donner des objectifs, un peu chiffrés, hein. C'est normal qu'on se pose la Bien sûr. question. On est tous, amoureux du ping et donc on a envie que forcément il y ait une médaille. Mais ce qui va surtout être, intéressant chez les filles, c'est que cette fois-ci, elles arrivent sûrement à vraiment à jouer avec, leur potentiel, qu'il y ait pas de regret, quoi. Que ça se passe pas un Mmh. petit peu comme aux Jeux et aux championnats d'Europe. Et dans tous les cas, on sait très bien que si elles jouent leur niveau, qu'elles mettent tout sur le moment et qu'il y a un bel état d'esprit, avec Ludo Rémy, je trouve, qui est bien aussi avec les filles, bah, dans tous les cas, il y aura pas de regret. Donc, je pense que s'il y a tous les bons ingrédients, aller jusqu'en quart de finale, ce serait déjà génial. Et ensuite, après, c'est des matchs, bah, comme on l'avait vécu, il y a 2 ans. Après, c'est des matchs hors du temps où on ne sait pas vraiment ce qui se passe et c'est pas tout le temps, hyper rationnel. Mais, c'est difficile, ouais, d'avoir un objectif chiffré, honnêtement. Mhm. Ouais. Bon, de toute façon, c'est vrai qu'on verra déjà, on aura un premier élément de réponse déjà ce week-end, évidemment, avec les duels face au Japon, enfin à l'Allemagne puis le Japon, et l'Angleterre pour terminer. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tournoi féminin. Évidemment, l'ultra favorite, c'est la Chine. Euh, Avant de passer au tournoi masculin, Jules, Tristan a préparé des petites questions pendant cette soirée. Et bah, je pense qu'il peut déjà t'en poser une ou deux, voilà, pour faire un petit intermède, un petit peu. Et n'hésitez pas, hein, évidemment, dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions. On ne voit pas tout et on peut pas tout poser, mais voilà, on est là aussi pour répondre à vos questions. Ouais, donc vraiment, 2-3 questions vraiment tranquilles. Hem, bon, le ping, on le sait, hein, tu sais, il y a le côté, amateur, le côté professionnel, mais on est un sport vraiment connu pour avoir
On appelle ça nous un peu des traqués, hein, des attitudes, pas possibles dans le ping et cetera. Il y en a vraiment partout et on voulait savoir toi, le truc peut-être le plus fou que tu aies vu dans une salle de ping? Le plus fou? Heu, moi je trouve, les trucs les plus fous souvent c'est sur les matchs de régional ou départemental. Moi je sais qu'à Torigné de temps en temps ça m'est déjà arrivé d'aller voir les matchs de régional et et ouais, j'ai déjà vu quelqu'un balancer une sépa et s'ouvrir le dos, tu sais, en lançant la sépa et le dos en sang, quoi. Mais c'est un truc de fou comment les gens pètent les plombs avec ce sport et j'avais trouvé ça totalement dingue, quoi. Le mec, enfin, il prend la sépa, il s'ouvre dans le dos, il va dans le vestiaire et pourtant une personne assez calme en dehors et c'est pour dire à quel point ce sport peut rendre fou, quoi. Ouais, mais il y avait un truc, c'était pas sur de l'énervement, mais ça m'avait marqué. On m'avait raconté, j'étais pas dans la salle même, mais à l'époque, il y avait Adrien Matenay, bah, qui était numéro un français, 19 mondial, qui était vraiment extraordinaire et en plus un mec, très, très, intelligent, câblé, posé, vraiment, là-dedans et à l'époque, il jouait un russe, je crois, ça devait être à l'Open de Pologne, hein, donc c'était pas à 10 minutes de chez lui et je crois qu'il était dans la salle, il devait être tellement nerveux, tellement stressé et il s'est trompé, de timing, quoi. Il est pas arrivé à la table à la bonne heure et il aurait pu se faire scratcher. Enfin, tu t'es Ah dit: la «Comment vache. c'est possible?» Non, mais c'est des trucs, bref et en vrai, je pense que, bah, en régional et cetera, on en voit tous les week-ends et ce qui est rigolo, c'est que à quel point il y en a qui ont une attitude complètement différente, à la table et hors table. C'est Ah oui, ça qui oui, oui. est qui est assez drôle quand même. Je voulais savoir aussi, toi tu dois bien savoir ça maintenant, mais c'est qui pour toi le peut-être le plus gros chambreur en équipe de France? Équipe de France, tu pas obligé d'en mettre que 4 ou 5, hein, ça peut être c'est une Oui, bien dizaine au sûr. final, hein, ça tourne, hein. Bah, je pense je me serais mis dedans, mais je pense que Lilian, il est pas mal, ouais. Lilian. Ah Lilian, c'est du Ouais, lourd, hein. Lilian, il est fort. Et 3 petit truc, on va essayer de faire un peu, un joueur parfait selon toi OK. et on va essayer de prendre, bah, par exemple, le service, tu prends qui? La remise et cetera. Donc on va commencer par le service du coup, Je vais être un peu provocateur, le service. Je vais prendre Nauchad, OK. mon coéquipier. Avec ou sans le bras? Ah, il a pas besoin, il a un toucher extraordinaire. OK. La remise, tu peux différencier, un peu peut-être court et banane quoi? Parce que c'est un peu 2 styles différents. OK. Heu, remise courte, oh, c'est difficile. C'est La tous les banane, je temps, hein, prendrais tu as le droit à tout, hein. la banane, je prendrais Lee Nyunju. Mmh. C'est pas forcément le joueur français, hein. Ah non, C'est Non, 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 bah c'est non. le joueur parfait, OK, ouais. ouais, bah, non, j'ai dit Ouais, Nauchad, donc oui, non, je suis bête et remise courte, je sais waouh, je vais dire Félix. OK. Je sais pas, j'ai pas d'exemple. En fait, j'ai une image en tête de Félix contre Freitas, su à la fin du match en quart, il y a 2 ans à Busan, où il fait une remise courte incroyable et du coup, ça m'a marqué, donc je dirais Ah la 2 Félix. rebonds, dans le coup droit là, ouais. Sur un Je entrant là. pen je pen je pensais que tu allais mettre Malong mais Ouais, j'aurais Juste, pu, oui. je bah coupe lui l'interview. Si on peut éviter de parler de sujets qui fâchent, hein, et des défaites du Portugal en quart de finale de championnat du monde, merci. c'est Dos Santos son nom de famille, hein, c'est voilà. Bon, ça va, c'était pour la bonne cause. Coup droit? Heu, mmh, coup droit, Alexis. Ouais. Revers? En revers, Pan. Physique? Physique, Alexis aussi. OK. Tactique? Tactique, c'est intéressant ça, tactique. Winter. OK et Ah, donc en là fait, je tu pense as que pour avoir un jeu comme ça, je pense qu'il faut être très intelligent. OK, OK et du coup mental, donc plus, la gestion des émotions, tout ça? Mental, gestion des émotions, Wang Chunqui, hein, franchement, il porte la Chine. À l'époque, j'aurais dit Fan quand même, Fan parce que notamment sur les jeux où il est le dernier espoir de la Chine. Mais actuellement, je dirais Wang Chunqui où c'est impressionnant, je trouve. OK. Ah non, 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 pardon, pardon, pardon. Mental, je me corrige. Non, Ovtcharov.
Ovtcharov. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ah oui. Ovtcharov, pardon. Le mec toujours là dans les grosses compètes, quand c'est serré, il joue toujours bien. Au jeu à Paris, tu as l'impression que tout le monde l'avait enterré, l'avait un peu oublié. Sur Félix, il fait un match de dingue, il perd 4-3 à l'arrache. Non, non, Ovtcharov. Et ça nous fait un beau joueur là, hein. Ça fait un Ouais. très beau joueur, hein. Ouais. On fera le récap. On Le sortira revers, ça. j'ai dit quoi? J'ai dit fan. Le revers, j'aurais pu dire Noshad en vrai. Non, mais t'as un problème avec Noshad. Non, mais Chauvin, Et c'est un même scandale, hein. la tactique, hein. La tactique, j'aurais pu dire Non, Noshad, mais ça hein. compte pas la triche, hein. Ça compte Non, pas. mais la tactique, j'aurais pu dire Noshad, hein. Le mec, il joue tout en revers, il est trop intelligent. S'embrouiller avec tous les adversaires, ça compte pas, Jules, hein. Par contre, mental, j'aurais pas mis Noshad. Bon bah, on fera le récap, hein, du Ouais, de Darko tout en ça. revers, il y Ouais, a ouais, Guigui tu qui vas me a dit voir, ouais. Darko, c'est bien sûr. Ah, Et Vincent Yorgic. Picard aussi. Ah ouais. Yorgic, c'est très très solide en effet. Bon, ça fait un très beau joueur. Ça fait un très beau joueur. Avec beaucoup de no-shad à la Mian, du coup, hein, évidemment. Mais c'est On c'est toi pense à lui le. d'ailleurs. C'est toi le chef, c'est toi le chef, hein, de toute façon. Allez, on va passer côté messieurs de ces championnats du monde. Je vous remets rapidement les groupes 1 et 2. Évidemment, hein, c'est les groupes des 7 têtes de série, plus l'Angleterre, pays hôte, Chine, Suède, Corée du Sud, Angleterre dans le groupe 1, groupe 2, France, Japon, Taïwan, Allemagne. Bon, le groupe de la mort, c'était forcément celui où il n'y avait pas l'Angleterre. C'est pour nos bleus, du coup, on l'a bien compris, avec un début de, un samedi, comme les filles, Japon puis Allemagne, avec Taïwan ensuite. Il y a quand même une Allemagne qui, paradoxalement, enfin paradoxalement, pas du tout paradoxalement, n'est pas forcément au même niveau que ce qu'elle ne l'est, pardon, au niveau des filles. Japon évidemment très dangereux, Taïwan avec Lee Hyun-ju qui fait une saison 2026 phénoménale. C'est qui, selon toi, Jules, l'adversaire le plus dangereux dans ce groupe? Pour moi, ils sont tous dangereux, mais pour moi, l'équipe de France est meilleure que ces 3 équipes, mais c'est tous des adversaires dangereux, mais le plus dangereux, c'est évidemment le Japon, avec Harimoto, bah, qui a plus grand chose à prouver, qui a que 23 ans, je crois que c'est un 2003, mais qui est là, qui est sur le circuit depuis quoi? Depuis 10 ans? Quasi, ouais. Ouais, depuis 10 ans. Matsushima qui est dans une forme étincelante ces derniers mois, Mm. heu, qui a battu Wangchukin et qui joue à un niveau, exceptionnel. Mais le petit bémol, c'est qu'il a pas forcément cette expérience des grands championnats. Et en numéro 3 Togami, si je me trompe pas. Mmh. Il me semble. Le 4 et le 5 c'est Uda et Shinozuka. Donc ouais, je pense que ce sera Togami ou Shinozuka. Togami, joueur très, très solide, donc non, non, le Japon, c'est une équipe, très dangereuse. Ah ouais, totalement. Pour moi, là, c'est surtout quand tu parlais de Matsushima, là, c'est vraiment le nouveau ping pour le coup. Là, je pensais pas que c'était possible de jouer de cette manière-là, Ah de ouais. servir que long ou que lifté et de taper pratiquement toutes ses forces sur toutes les balles. Honnêtement, c'est bluffant. Moi, au début, quand j'ai vu arriver, je me suis dit: «Mais c'est pas possible, OK, des fois, il se lève le matin, ça passe, mais sinon, il peut en mettre partout». Et en fait, non, il arrive à avoir, son organisation à lui et on le voit progresser, de compète en compète et surtout, je le trouve de plus en plus, structuré, disons, notamment d'un point de vue, tactique. Je trouve qu'il touche un peu moins à tous les boutons et il arrive un peu à se structurer mentalement. Mais oui, je suis d'accord, le Japon, c'est vraiment, ouais, pour moi, la meilleure équipe un peu, derrière la France. C'est très serré pour moi. C'est Morgard, hein, qui prend 4-0 à Macao par Matsushima. Il se Ouais, fait, puis c'était humiliation, quoi. il se Ouais. fait totalement désosser. Et c'est pas, Mmh. c'est pas un Morgard qui forcément lâche le match comme ça tout de suite. Matsushima, il est vraiment impressionnant en ce moment. Évidemment, Taïwan, je le disais, emmené par Lee Nyunju, bien entendu, mais pas que, hein, parce que c'est quand même une équipe qui est relativement solide. C'est peut-être des noms qui Qui sont. c'est qui joue avec lui? Alors, je suis en train de ressortir la liste justement. Il y a Feng Yixin Mmh. évidemment, Kun Ouais, Wan Hong, Hong Jinkai et Su ouais. Xianxia. Bon, on a vraiment deux leaders, hein, Ouais, il y après. a Mais, une équipe qui a bien changé aussi par rapport à il y a 2 ans, quand on les Mmh. avait joués en demi-finale. Bien sûr, bah, Xuan Chiwen qui a pris sa retraite, sportive, et Cao Shengjui qui a un peu disparu, je crois, pour cause de blessure depuis 1 an,
Je crois que c'est une blessure, hein, je suis pas sûr, mais qui joue plus et qui était très solide, hein, qui était dans le top 30 mondial, je crois, ou aux alentours de la 30e place. Donc ouais, une belle équipe. Forcément, Lee Myung-joo, il est capable de faire 2 sur n'importe quelle équipe et ensuite, bah, des joueurs sur le papier un petit peu moins forts, mais qui peuvent gagner un match donc ça peut vite faire 3 donc ouais, c'est une équipe qui est dangereuse aussi. On a Gimli dans le chat Ouais, qui puis dit soyez objectif sur le Japon, on n'est pas favori. Ah, alors Tristan, est-ce qu'on n'est pas favori face au Japon? pour moi, on est quand même favori. Jules? Ouais, pour moi, on est favori aussi. Voilà, donc, Mais c'est pas la grosse cote, hein. Non, Tranquille, hein. non, c'est pas. Ouais, c'est un 55-45 et encore, ouais, Et encore, hein. 51-49 quoi, ouais. Ouais, 51-49. En fait, pour moi, je pense que sur un match comme ça, Simon, je le vois un peu plus solide que Togami, Ouais, de aussi. l'extérieur. Et Harimoto, pour moi, l'EFO, il a battu Félix quand il a joué extraordinairement bien, quand il a remis super bien, etc. Mais sinon, je le trouve pas forcément plus fort que Félix. Et j'ai envie de voir Matsushima en équipe sur un match comme ça, avec c'est un mec qui a l'air assez sensible, qui a une gestion des émotions un petit peu particulière. Donc pour moi, on a plus un peu de certitude dans le côté français que japonais, quoi. Voilà. ouais. Gimli n'est pas Entièrement d'accord. d'accord. Il est pas Bah, d'accord. il a le Si on droit, hein, passe un bah, peu par. Ouais, j'espère que les Français le feront mentir. c'est ça, exactement. Il y a une donnée importante d'ailleurs. France-Japon, c'est le premier match. Comment on l'aborde? Enfin, Jules, si toi t'es dans cette équipe de France, tu l'aborderais comment? En mode, bah, manifestement le gros adversaire du groupe, donc c'est bien de marquer les esprits, ou, bah, évidemment, jouer à fond, mais avec ce truc de se dire, bah, de toute façon, quoi qu'il arrive, c'est à partir des 16e que ça compte. Comment ça s'aborde selon toi? Non, non, il faut tout de suite être à 200 notamment avec cette formule où, bah, c'est quand même important de finir premier de poule pour confirmer son statut et être dans la position du numéro 2 dans le tableau, éviter, la partie de tableau avec la Chine en faisant deuxième de poule. Donc je pense que c'est très, très important d'être tout de suite à fond et même si tout de suite, on bat le Japon, bah, on montre, aux autres qu'on est présent et qu'il va falloir compter sur nous. Non, puis pour moi, ça fait partie même un peu de l'ADN des Français, hein. Les 2 mots qui revenaient tout le temps quand j'ai fait le Média Day avec eux, c'était le côté spontané, le côté simple. Donc je pense qu'ils sont pas là pour calculer. C'est vraiment pas leur style. Je pense qu'ils démarrent pied au plancher. Ils ont ce côté un peu, je dirais pas insouciant parce qu'ils ont plus 12 ans maintenant, c'est quand même différent. Ils savent bien gérer les événements comme ça. Mais on peut pas se permettre, je veux dire, dans un sport comme le ping, de se dire bon bah on commence un peu non, tranquille. Non, tu envie de gagner tous les matchs. Il y a pas de discussion à avoir, quoi. Hmm. Ouais, moi je pose des questions provoques, hein. Un petit peu à la con Fais-toi aussi. plaisir. Mais c'est le côté journaliste, hein, ça, hein. Je suis obligé, hein, parfois de poser des questions un peu connes, et puis pour faire Journaliste un petit portugais en plus. journaliste portugais, et absolument pas objectif sur l'Euro 2016 et le but d'Eder. Voilà, je me suis fait plein d'amis là dans le chat du coup. Voilà pour le Japon. On a parlé vite fait de Taïwan. On la positionne où cette équipe allemande, qui est, bah, malgré tout vieillissante, hein. Je suis en train de vous ressortir là aussi les 5. J'ai pas tous les 5 en tête, hein. Je suis désolé. C'est le temps que ça sorte. Ovtcharov, Franziska, Douda Duda, normalement, Le dingue. c'est Kyudang ça. et Bertelsmeyer. Et Bertelsmeyer, exactement. Voilà. C'est très solide. Mais déjà, cette année, on n'a pas eu énormément de gros résultats de manière individuelle. On est par équipe, donc ça peut changer la donne. Ouais. Mais ça reste une équipe qui est assez vieillissante. Tu la classerais comment, Jules? Ah, je pense qu'il faut jamais enterrer l'Allemagne. Au ping, ils sont toujours présents, ils sont toujours là. Et trop mauvais Hem, souvenir contre l'Allemagne, toi, hein. ouais, après bon, c'était pas la même Allemagne non plus, parce que, ouais, c'était une équipe aussi remaniée, mais bref, je pense que Douda, on a vu qu'il a souvent posé des problèmes à Félix aussi, donc voilà, Douda, très bon joueur. Franziska, c'est un joueur super solide, qui a déjà battu Félix et Alexis, je crois, Je crois les que les 2. 2 dernières fois, il a gagné sur Alexis en plus, il me Mm. semble. Je Ouais, sais même pas voilà, si c'est Alexis ça. l'a déjà battu. Ouais, Ah, et c'était chaud. Ovtcharov, comme on l'a dit juste avant, qui est toujours là dans les moments importants, donc voilà, faut jamais l'oublier. Kyudang, souvent par équipe, a un peu plus de mal, je crois, hein. Kyudang, un peu Ouais, plus de moi retrait. j'ai la sensation que c'est un joueur qui est, en caricature un peu comme Dimitrov, tu sais, au tennis. Genre il est
techniquement, c'est beau, c'est magnifique, tu as l'impression qu'il sait tout faire. Il a quand même fait une fois champion d'Europe, il me semble, hein. Mais, Ouais. on a la sensation que parfois sur des moments chauds, notamment Simon, ça m'a choqué aux Europes comme il l'a bouffé, quoi. C'était, Mmh. vraiment il était, Ah oui, 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 oui. apeuré complètement, je trouve. Ouais, je suis d'accord. Mmh. Et Mais, Bartosz Neuer, bon, je pense pas qu'il jouera, il est plus non. jeune et il est là pour prendre de l'expérience, mais non, faut faire attention, cette équipe d'Allemagne, elle peut vraiment être embêtante. Ouais, avec Duda, Ovtcharov, Franziska, même Kudang, c'est une équipe qui est dangereuse et il faudrait être, sérieux pour les battre. Très bien. Très bien. Malong dit dans le chat que tu avais battu l'Allemagne au championnat du monde en 2016, Tristan. Est-ce que Ah tu t'en oui, en souviens? poule? Alors oui, mais je jouais pas. Ah ouais? Putain, j'aurais dû dire que j'avais joué, mais non, je jouais pas. Tu avais Non, pas je joué? crois que c'est Simon, attends, non, c'est Benji qui avait joué, Benji Brossé qui avait perdu contre Philus en 3. OK, Et Simon et Manu, je crois que c'était Bol, Mengel et Philus. OK. Et Il y a pas eu un forfait? Non? Non, non, Bol, c'est après avoir perdu contre nous, il a fait forfait. ah oui, voilà, voilà, c'est ça. Dégoûté. Il faut pas le dire ça. Oh bah, de toute façon, on s'en fout, vous les avez battus. Ça Non, mais compte, hein. sinon des branlées sur l'Allemagne, on en a pris, hein, t'inquiète, hein. Ah, Bah, en fait, à bah, l'époque, c'était, Ah, bah, c'était Bol, Ovtcharov et derrière, un peu avant encore, tu avais, Baum Steger et ou Sousse. Sousse, Ouais, et donc même Steger, hein. c'était pratiquement les seuls concurrents de la Chine, en vrai, Ouais. c'était ça. Ouais, c'était la Entre période où ils allaient 2010 et souvent. 2020, quoi. Ouais, très clairement. Et la Chine, à l'époque, il faut s'imaginer que c'était, vraiment plus fort que la Chine aujourd'hui. À l'époque, il fallait s'imaginer qu'il y avait 4 Wang Chuqin, quoi, en vrai, Ouais, c'est c'était un peu 1, 2, ça. 3, 4, 5, quoi. C'était ça, Ouais, hein. ouais, ouais, 4 Wang Bah, Chuqin, ouais. tu sais que j'ai regardé, je crois que le classement, il y a 2 ans, des Chinois, c'est 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ouais. Et il y a 2 ans en plus, hein, seulement. Lin Gaoyan, Liang Jingkun, c'est 1, 2, 3, 4, enfin Ma Long, Wang Chuqin, Fan Zhendong, ouais, mais c'était ça depuis 2010, c'est ça presque, enfin, Je au pense moins, hein. que presque de aller, 2010, on va dire, sur la fin un peu de Maling et Monlikin, jusqu'à, on va dire, 2017, c'était vraiment n'importe quoi. Enfin, je veux dire, Ouais. c'était, je pense que si on regardait la compète, d'ailleurs, juste une stat, Malong en 3 championnats du monde par équipe, il avait pas perdu un set. Je sais pas si on se rend compte, hein, un set de 11 points. Mais mais je pense qu'en la Chine, il y avait plus de chances qu'ils fassent champion du monde que plutôt ils perdent un match. Ouais, ouais, Ah oui, c'est oui. vrai. Je Ouais, pense. ouais. Je pense que Ouais, c'était ouais. vraiment ça, faut s'imaginer, et une anecdote, je crois, c'était, bah, à l'époque, je jouais avec, un Chinois, qui était à Pontoise avec nous, et il m'expliquait qu'au coaching, je crois que c'était Xu Xin qui avait joué contre Chen Wenxing, qui était quand même pas un mauvais joueur, hein, l'Autrichien de défenseur, et au championnat du monde, donc c'est assez important, il lui a dit: «Allez, ce set, tu joues que dans le coup droit. Ce set, maintenant, tu joues que dans le revers». Pour donner des challenges en plus, quoi. Non, mais c'était, enfin, ça n'a pas de sens, vraiment. C'est incroyable. Ça, c'est des énormes anecdotes, hein, quand même. Ça, je préfère pas le savoir, hein. Les Il mecs y a un truc qui s'entraînent. pourrait Les mecs il y a un truc qui s'entraînent pourrait vous quotidiennement. faire rire aussi, c'est, à une époque, on faisait tous les pro tours presque avec Antoine Achard, Oui, je la et connais, celle-là. mais honnêtement, c'est choquant parce qu'en plus, nous, on nous a toujours rabâché sur le fait de c'est important d'analyser les matchs, les Chinois, ils savent tout et cetera. Ils vous analysent même si vous êtes moins fort et cetera, et il y a Antoine, il avait joué contre, Malong une fois à l'Open de Chine, et Antoine, il était en pleine forme, il jouait super bien, et il avait perdu, 4-2. Et franchement, match de fou, enfin incroyable, et je crois qu'un an ou 2 ans après, moi, je joue Malong, et je perds 4-3, et dans la salle d'échauffement, je crois que c'est, Fangbo qui vient parler avec, Malong et cetera. Il y avait un autre entraîneur, qui était là, et il dit, «Putain, mais c'est fou, enfin 4-3, enfin, il joue bien ce gars-là et cetera», et Malong, il fait: «Ouais, ouais, bah, je l'ai gagné, 4-2 il y a 2 ans en Chine, donc il a pas fait la différence entre Antoine et moi, quoi». Enfin, je veux dire, genre, on est juste bruns, quoi, enfin franchement, n'importe quoi. C'est dingue. Et c'était quoi? C'était au Japon en 2016, non? C'était juste avant les Jeux que tu l'avais joué? Je me En rappelle. Corée, ouais. En Corée, ouais. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les matchs de Tristan en Corée en 2016. Ah, c'est gentil. Je vais me remettre sur le C'était pas circuit, hein, mal. si tu me chauffes, hein. C'était du très haut niveau. On va aller voir ça. On va aller voir ça, ça va être bien. Le Tristan Malong et les matchs d'avant, attention. On va les Attention. commenter
Tu sais, on va se les remettre et on va faire du Ah ouais. Twitch live et on va les commenter comme en version directe. On va vivre Ah, Ouais, le et l'ego moment. bah, trip, c'est génial. Lingaoyan, tu vois quoi? Lingaoyan, Freitas et un autre? Attends. Bol? Bol et Assar, ouais. Oh. C'est pas mal. C'est pas mal. Fallait pas faire le contrôle antidopage. Non, je rigole. Attention. Le mec pissait violet, mais tout allait bien. Ouais. Alors, très bonne question, la Gigi Boy qui pose cette question. Qui est le GOAT du ping? C'est une très bonne question. Oh, Bon, c'est facile quand même, non? bah, Malong. Ouais, ouais. Ouais, Pas en Malong. notre génération, enfin en tout cas la mienne, quand on a commencé le ping, c'était Wallner. Tout le monde disait ça, mais il y avait un peu ce côté, tu sais, comme un peu Zidane au foot, ce côté un peu romantique, Ouais. où c'était une forme d'élégance, Ouais, c'est ça. etc. Mais en termes, je veux dire, de ping pur, en termes de résultats, C'est bah, Malong. c'est pas comparable en plus. Et je crois qu'il Malong, il est quoi? Il est 2 ou 3 fois champion du monde? 3, ouais. Et les 3 fois d'avant, il a perdu en demi, quoi. Enfin, je veux Ouais. dire, Et en 2021, c'était le favori, mais il est pas venu à Houston, il a pas joué et c'est Fan qui a gagné. Mais il bah, pour aurait pu moi, gagner, hein, en 2021. C'était lui le meilleur, hein. c'était le mec, techniquement, tout le monde disait que c'était le meilleur physiquement et cetera et il perdait en permanence Wang Hao, le pauvre, parce qu'il Ouais. détestait le jouer et il a perdu une fois en finale des mondes, ball, en par équipe. Donc il s'est dit: «Putain, c'est un peu, le mec, un peu une loose et cetera» et je crois qu'il avait changé de plaque en 2015, il s'est mis une plaque chinoise en revers, il était un peu plus équilibré et bah, à partir du moment où il a gagné une fois, bah, il perdait plus un Ouais. match, en fait. Ah, c'est un truc de fou. Et en plus, il perd, pas timide, disons, mais discret, quoi. Beaucoup moins, connu que genre Zhang Jike où c'était un peu la Ouais, star, bad boy, il était tout doux, mais il mettait des branlées à tout le monde, quoi. calmement. Ça, c'est important. C'est important de le faire dans le calme, évidemment. Bon, bah, la réponse a été rapide, hein. On n'a pas eu de débat. On n'a pas eu de débat, mais ils sont très forts, hein. Ils sont très très forts. On parle de chinois, ça tombe bien. On a parlé des adversaires de l'équipe de France. Tu vois, je vous ai pas mis la petite quinte flush de nos bleus, évidemment les Lebrun, Simon, Thibaut et Flavien. On n'a pas parlé d'ailleurs de cette équipe. Non, on a parlé du 5 féminin. On n'a pas parlé de ce 5 hommes. Jules, toi qui as été là il y a 2 ans, quelle évolution tu vois dans cette équipe de France en 2 ans? Au-delà évidemment de la renommée, hein, bien évidemment, même si ça rentre en compte. Bah, quelle évolution, c'est qu'il y a 5 joueurs dans le top 30. C'est que la vraie différence, c'est que, bah, on va être honnête, hein, il y a 2 ans, Lilian et moi, on n'était pas vraiment une solution, hein, pour, s'il y avait un problème en huitième ou en quart sur des matchs importants, on n'était pas vraiment une solution. Ouais, non, faut être lucide. Alors que voilà, aujourd'hui, bah, je pense que de base, c'est Simon le numéro 3. Si Simon, il est un peu moins bien ou même Alexis, bah, c'est des vrais ouais, ça peut Flavien et Thibaut, bah, ils ont une allure de titulaire et du coup, ouais, ils peuvent, vraiment faire le job aussi donc je pense que pour, Nat, en tant que coach, ça doit vraiment être, bah, tu abordes la compète d'une manière différente, plus sereinement parce que tu as 5 joueurs qui peuvent jouer et forcément, c'est beaucoup plus facile et non, c'est impressionnant de voir cette évolution-là, même quand tu regardes derrière, il y a des mecs, il y a Joe Seyfried qui est 40 mondial, il y a Léo et Lilian qui sont 50. Je veux dire, moi, il y a 2 ans, j'étais numéro 4 en étant, quoi, 65-70 mondial et aujourd'hui, avec ce classement-là, je serais numéro 9 français au classement mondial. Donc, je veux dire, on peut faire 2 équipes, je serais toujours pas dedans. Non, c'est impressionnant. C'est c'est impressionnant et c'est génial, d'avoir une équipe aussi forte et je pense qu'en tant que coach, puis même les joueurs, ils se disent: bah, c'est déjà, ils se poussent les uns les autres, alors que bon, ouais, il y a 2 ans, comme j'ai dit, Lilian et moi, enfin, Simon, je pense qu'il était pas trop inquiet pour sa place, hein. Alors que là, ça pousse à tout le monde à se dépasser, à donner le meilleur et ouais, c'est top pour l'équipe de France. Mais justement, moi, Jules, par rapport à ça, je pense que ça aurait été hyper intéressant parce que tu dois être vraiment la bonne personne pour le coup, avec peut-être Simon. Mais qui avait encore plus la tête dans le guidon que toi à ce moment-là, mais que tu nous parles un peu de l'ascension, des frangins et aussi, de la manière dont, Simon a réussi, à trouver sa place et cetera. Comment toi, de l'intérieur, tu as vécu les choses, quoi? Tu les as vus arriver juste après le covid, avec nous et on pensait que c'était, 2 pimpins, quoi
et Mmh. tu les avais explosés, tu as fait les jeux notamment avec eux, donc ça aurait été super intéressant que tu nous partages ton ressenti. Ouais, bah, écoute, ça a commencé, bah, il y a 4 ans à Chengdu sur les championnats du monde en 2022 où bah, c'était leur première compétition en équipe de France, je crois, senior, ou peut-être la deuxième, je sais plus, mais c'était leur premier championnat du monde et moi, je me suis retrouvé là justement parce que Simon avait fait forfait. Parce qu'il était il était, en burn-out, il était pas bien et du coup, bah, j'avais pris sa place. Et je les connaissais pas vraiment les frères, je les connaissais un petit peu, mais pas vraiment et j'ai découvert, ouais, 2 gars qui kiffent le pink et qui adorent ça et ouais, c'était vraiment, c'est tout de suite très bien entendu et c'était impressionnant de voir à quel point, bah, ils étaient vraiment focus à 100 sur le ping et qu'ils avaient des ambitions déjà, ouais, très élevées, alors qu'ils étaient très jeunes et c'était leur premier championnat du monde. Les mecs, ils étaient numéro un et 2 de l'équipe de France, ils jouent en 1 et en 2 alors que tu avais un Manu Le Besson qui est en équipe de France depuis 15 ans et ils assumaient parfaitement le rôle, quoi. C'était hyper impressionnant. Hem Et moi, ce que j'ai adoré, c'est, bah, Simon, il a eu vraiment une réaction de champion, quoi. Il est revenu et il a dit: «Bah, les gars, il va falloir faire avec moi, quoi» et sur le circuit, 2023 en 2023-2024, sur la saison, il a été impressionnant, le nombre de bons résultats qu'il a fait et au final, ça s'est joué, quasiment jusqu'à la dernière semaine avec Alexis pour savoir qui jouerait les simples au jeu et voilà, Simon, il a fait une saison énorme et malgré ça, malgré Simon et son passif en équipe de France, c'est pareil, ça faisait ouais, Simon, avant les Jeux, ça faisait quasiment 15 ans qu'il était en équipe de France et il a accepté, bah, malgré que ce soit difficile pour lui, il a accepté le fait de se mettre un peu en retrait, de jouer le rôle d'équipier de luxe en étant numéro 3 et bah, c'est ça qui a tout changé entre guillemets parce qu'avoir un mec comme ça en numéro 3 bah, c'est un luxe clairement et le fait qu'il ait su entre guillemets «mettre son ego de côté» et jouer pour l'équipe, bah, ça a été une plus-value impressionnante et puis, dans le groupe, tout le monde s'entend super bien, les 3 ils s'entendent super bien, ils sont archi complices, heu, donc ouais franchement il y a une concurrence qui est très, très, très saine, aucun problème là-dessus. Et bah, c'est ça qui fait la force de cette équipe aussi, c'est que les mecs, quand ils sont devant la table, bah, ils se battent, se défoncent, les uns pour les autres. Ça fait plaisir. Ça, c'est bien d'entendre ça. C'est important. Et tu l'as dit, hein, c'est vrai que Simon est reparti de l'avant à partir du moment où il a eu la concurrence des frères Lebrun. Et c'est vrai que ça s'est joué à pas longtemps. C'est vrai que sur les simples, j'avais oublié que ce classement par rapport à Alexis et Simon, ça s'était joué jusqu'à la fin. Et puis même là encore, hein, il a eu des gros résultats en fin d'année dernière, hein, Simon, grosse saison 2025. C'est bon, bah, c'est un peu le, le- le- le papa de cette équipe, entre guillemets, hein. Il est C'est très ça, solide. Et c'est le capitaine. ouais, c'est ça, c'est le capitaine. Ouais, exactement. Et C'est ça, hein. je pense qu'il prend beaucoup de plaisir dans ce rôle. Enfin, moi, de ce que je vois, hein, après, je n'ai pas connu de l'intérieur, mais c'est sûr. Tristan, toi, à ton époque, justement, Simon était déjà là, Simon était déjà un cadre. C'était la même chose? Nous, Simon, c'était le numéro 1 indiscutable depuis qu'on était gamin, presque. Simon, c'est, celui, qui est arrivé, je crois qu'il est arrivé à 13 ans, Simon, à l'INSEP, hein. Faut se rendre compte de ce que ça représente. Je pense que le plus jeune avant lui, ça devait être Gatien, qui est arrivé si tôt à l'INSEP. Simon, lui, était pas passé par Nantes, comme, la plupart, nous avaient fait en passant par un pôle France, un peu intermédiaire. Donc, c'était vraiment, le meilleur, celui qui gagnait, souvent. Enfin voilà, il y avait pas de débat là-dessus et bah, forcément, toutes les attentes qu'il a depuis gamin, Simon dans le ping, je pense que c'est pire que Gasquet dans le tennis où on le comparait, au meilleur, quand il avait 12 ans dans Tennis Magazine, quoi. Simon, ça a toujours été ça et donc moi, je l'ai vécu un peu d'extérieur, le moment où il s'est senti mal, je sais pas si on peut parler de dépression, mais en tout cas de grosse déprime, quoi, où, c'est pas facile, il a dû, je sais pas si c'est ravaler sa fierté ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, il a dû se réinventer, il a dû faire un peu le deuil de sa première place et moi, j'ai la sensation que, l'année dernière à peu près, et aux Jeux notamment, je trouve qu'il joue encore mieux que quand il était 8 mondial, Mmh. quand il avait 21-22 ans. Donc
il y en a plein qui disent: «Ouais, mais il a reculé un peu au classement et cetera». Oui, mais moi je pense que dans son niveau, il était encore meilleur. À l'époque, il y a eu peut-être un trou et puis il avait bien joué pendant un petit moment. Mais là, il a réussi à trouver des ressources en lui, des ressources aussi mentales. Je le trouvais beaucoup plus stable, à prendre du plaisir et à être moins négatif en match. Et il a réussi, je trouve que ça, on le met pas assez en avant, c'est que Simon, tout au long de sa carrière, il jouait pas tant que ça en double. C'était souvent un peu le numéro 1, pas comme Ovcharov non plus, hein, pas caricaturé, mais qui était, plus performant en simple qu'en double, pour faire simple. Et aux Jeux olympiques, il faut s'imaginer que pendant 1 an avec Alexis, il passe à parler du classement, on savait pas qui allait être pris entre Alexis, Félix, enfin, c'était vraiment horrible, hein, faut s'imaginer pour Simon. C'était inenvisageable pour lui de pas participer aux Jeux déjà en simple à Paris, il y pense depuis qu'il est gamin. Et minimum, c'était en par équipe, mais ça se posait des questions parce que Simon, il était pas en forme et cetera. Enfin bref, c'était vraiment pas évident pour lui. À l'époque, il y avait Emmanuel Le Besson, hein, qui aurait pu faire le double mixte, avec Janan. Donc on s'est dit: «Bah, Manu, il est aussi bon en équipe. Est-ce que Simon, il va accepter de faire que l'équipe et pas les seins?» Enfin bref, faut s'imaginer, c'était vraiment pas la même période. Et Simon, il a réussi, déjà à jouer de manière extraordinaire, vraiment, les mois d'avant les Jeux. Aux Jeux, j'en parle même pas, je l'avais rarement vu avec une intensité pareille. Et il a réussi à être super performant en double. Pour moi, c'est Ouais. vraiment l'image, comme un symbole de s'imaginer qu'il y a une concurrence pas possible entre, Alexis et Simon et c'est les 2 qui arrivent à gagner le match dans la place 3-4 contre le Japon. Moi, c'est vraiment comme un symbole, c'est magnifique, quoi. Ce qui s'est passé, c'est vraiment on peut pas avoir une plus belle histoire que ça. Et donc ce qui est grandiose maintenant, c'est qu'on a 2 joueurs et avec Simon quand même, 3e en équipe de France. 2 joueurs qui sont très, très simples, Félix et Alexis et Simon qui a une expérience pas possible, parce que OK, ça a été le meilleur pendant très longtemps, mais il a vécu aussi, le fait de redescendre et de remonter, donc ça lui a permis, d'avoir le cuir encore plus épais, donc ça va forcément leur apporter dans les moments les plus compliqués. Notamment parce que Simon, je pense que les frangins s'en rendent pas compte, mais Simon, il sait ce que c'est de perdre, quoi. Et là, les victoires, elles ont une vraie saveur pour lui. C'est, avec moi, j'en ai fait des compètes avec Simon et Manu, hein, où, si, on allait en quart, c'est déjà super bien et la médaille, ça aurait été un truc incroyable. On est passé pas loin une fois, mais on n'a pas réussi. Donc Simon, je peux dire que médaille, au monde et cetera, c'est pas rien du tout et je pense que pour lui, c'est une saveur particulière, quoi. Ouais, Simon Gauzy, numéro 3 de cette équipe de France, mais indéniablement très très important. Je suis en train de me poser la question, parce que je regardais un petit peu toutes les équipes, est-ce qu'on n'a pas le meilleur numéro 3? Mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on n'a pas la meilleure équipe? Parce que, et je veux en venir là, et ça y est, je vais rejouer la provoque, parce que C'est un plaisir. c'est mon travail. Les numéros 1 sur le papier, c'est les Chinois. Mais quand on voit cette équipe de Chine, donc Wang Shuxin, numéro 1 mondial, bon, très bien, bravo. Lin Chidong, numéro 6. Xiang Peng, numéro 15. Zhou Qihao, qui joueur d'Enbon, bien sûr, numéro 20. Et Liang Jingku, numéro 21, qui met pas un pied devant l'autre. Est-ce que, est-ce que véritablement, cette équipe de Chine, elle fait peur? Déjà d'une manière globale, mais aussi par rapport à notre équipe de France. Jules. Elle fait moins peur déjà qu'il y a quelques années, forcément. Après, il reste un monstre quand même qui est Wangchukin qui perd très peu de matchs. Hem, mais je pense que voilà, on n'est pas à l'abri de voir, un Félix ou un Alexis, aller battre Wangchukin et voilà, tous les autres, ils sont prenables. Ça reste de très, très bons joueurs, attention, hein. Bien sûr. Faut pas les sous-estimer, ça reste de très, très bons joueurs. Mais je pense que oui, si je pense que l'équipe de Chine est bien plus faible qu'elle ne l'a peut-être jamais été. Peut-être que ça, je sais pas, c'était il y a 20 ans, on n'a pas vu une équipe de Chine, aussi «faible», entre guillemets, hein, faible. Heu, donc ouais, non, je pense que c'est possible d'aller l'accrocher et puis même j'ai vu que certaines déclarations, que ce soit de Wang Chuqin ou de Liang Jin qui c'est un peu, des aveux presque où qui disent que oui, on sait dans quel état est l'équipe de Chine actuellement. Ils disent des trucs comme ça, c'est pas trop dans leur style et voilà, on a l'impression qu'eux-mêmes en sont conscients et je pense que, ouais, bah, je pense qu'ils sont un peu plus inquiets que d'habitude, de leur côté, eux aussi, donc ça peut jouer. Hem, ils arrivent avec beaucoup moins de certitude que sur les éditions précédentes, donc je pense que ça peut jouer en faveur des autres équipes et notamment de l'équipe de France. Tristan. Ouais, ouais, je suis d'accord. C'est tous un peu interrogés par rapport à ça, mais moi j'avoue que j'avais un peu la même intuition que certains, c'est-à-dire que quand Lin Chidong il est arrivé un peu sur le circuit, tout le monde l'a trouvé extraordinaire, mais
ça se sentait quand même d'une manière générale qu'on n'avait pas affaire à Xushin ou Wang Hao à l'époque ou quoi que ce soit. Donc, c'est, des joueurs extraordinaires, faut pas les sous-estimer. Je pense que Wang Chuqin, il fait partie de la trempe, de Ma Long, Zhang Jike, pour moi, c'est la même chose. Il aurait autant gagné à l'époque. Mais c'est vrai que les autres, c'est un petit peu plus faible et surtout que la Chine, ils ont jamais eu l'habitude d'aller à un championnat du monde, je caricature, hein, mais en slip, quoi. Ils sont toujours arrivés en mode, bah, c'est sûr qu'on est les plus forts et à la limite, on va peut-être perdre un match de temps en temps, mais c'est imperdable, quoi. Là, c'est la première fois que ça se passe comme ça. Il peut y avoir aussi des Chinois qui se révèlent à ce moment-là. Voilà, on les connaît pas, dans ce milieu. On sait juste que les Chinois de souvent, heu, ce qui est le plus important pour les joueurs chinois, il faut s'imaginer, c'est vraiment le pays patriote. C'est qu'il faut, quand ils arrivent à une compétition, que ce soit un Chinois qui gagne, quand c'est en simple. Et donc parfois, on a vu dans des tableaux où, bah, il y avait des Chinois qui étaient éliminés, du coup, il restait qu'un Chinois d'un côté. Et là, on a vu des tensions, vraiment palpables. Je me souviens surtout de Simon. Je me souviens du match exceptionnel qu'il avait fait contre Xushin, quand il avait réussi à battre au championnat du monde. Avant, ça n'existait pas, hein, de battre un Chinois au championnat du monde. Faut s'imaginer ce que ça représentait. Et c'est à l'époque où Xushin, dans son tableau, c'était le seul Chinois et de l'autre côté, il y avait tous les autres Chinois. Et en fait, il avait ce côté un peu, bah, si je veux être sûr que ce soit un Chinois qui gagne, il faut que ce soit 2 Chinois en finale. Donc le Chinois qui va devoir tout gagner dans le tableau, c'est moi. Et là, Simon, il a réussi à le faire, déjouer, il l'a bouffé dans la tête complètement. Et donc c'est vrai que on a souvent cette discussion, comment ça se fait que les Chinois sont aussi forts et tout. Pour moi, s'ils ont été aussi forts, c'est pas dans la tête, hein. Voilà, pour moi, ils n'avaient pas des plus-values dans la tête. Moi, je les trouvais pas forcément bons là-dedans. Hormis peut-être, on va dire, Fan Zhendong, qui avait un côté un peu depuis gamin là-dessus. Et c'est juste qu'ils étaient super forts techniquement, physiquement, tout simplement. Donc, là, les pousser dans leur retranchement, on peut voir vraiment des grosses, grosses baisses de niveau dans des moments cruciaux, je pense, ouais. Un petit mot, je pensais en parler évidemment, mais Gimli a évoqué la chose. La non-sélection de Wenrubo, qui fait un très bon début de saison, qui est en finale à Chongqing face à Félix. C'est une surprise, enfin, il est numéro 11 mondial en plus, techniquement c'est le numéro 3 actuellement. C'est quand même une grosse absence, enfin, en plus vu la forme du moment. Oui, après, on sait que dans les équipes asiatiques, Corée, Japon, Chine, les sélections sont parfois un peu différentes qu'en France, avec des tournois de sélection notamment. Donc, c'est qu'il a dû jouer ces tournois, qu'il les a pas gagnés. Ah, ça existe Euh, encore en Chine? je crois, hein. Je OK. crois qu'il y avait un tournoi, hein. Je crois qu'il y avait un tournoi, ouais. Euh, et du coup, oui, il n'a pas été pris. C'est sûr qu'en numéro 3, vu son début de saison, ça aurait été le numéro 3 naturel. Après, est-ce que ça change beaucoup? Est-ce qu'il est beaucoup plus fort qu'un Champagne ou qu'un Leon Jin-Kun? Je suis pas sûr. Je suis pas Ah sûr non. que ça fasse une grosse différence. Ok, Mmh. ok, c'est Non, puis je important pense de le qu'aussi ils souligner. l'ont vu arriver, ça fait pas longtemps, hein, lui, qu'il est sur le devant de la scène. Les Non, autres, bien ils ont sûr. vécu un peu plus ça et les c'est vrai que les Chinois, ils aiment pas trop ce côté, arriver, trop vite quand même. Je me souviens, même aux Jeux olympiques et cetera, tu vois, Wang Hao, il est resté même longtemps parce qu'il avait l'expérience du truc et cetera, alors que tu avais peut-être Ma Long qui était meilleur au final. Mais ouais, je ils sont moins forts, mais ça reste quand même on a l'impression qu'on les prend pour des chibres un peu, mais non, c'est quand même une grosse équipe, hein, c'est Mais tu vois, Leon Jin-Kun quand on le voit au classement, c'est le numéro 5, mais moi je serais pas surpris de le voir débuter, dès le ouais, début, en tant que numéro 3. Mais c'est possible. dans quelle forme après? Parce que sa saison, elle est très Ouais, très c'est courte. ça, c'est Alors, l'interrogation. Puis même Lin Chidong aussi, qui a été absent oui, récemment. C'est ça, c'est une interrogation supplémentaire. De toute façon, ça se verra tout de suite, hein, dans quelle forme ils sont. D'entrée, il y a des matchs difficiles. Donc, ouais, on va très vite le savoir. ça sera vraiment très intéressant. Et c'est ce qui rend justement ce tournoi masculin très ouvert et hyper excitant. Parce que bah, on rêve évidemment d'un France-Chine, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus autour de cette table et dans le chat également. Euh, mais si, déjà si on est champion du monde, on s'en fout de contre qui en finale, mais accessoirement, il peut y avoir des matchs beaucoup plus tendus et serrés sur le papier. Sur le papier, hein, je parle, parce qu'évidemment, je suis pas en train de manquer de respect à cette équipe de Chine. Mais le Japon sur le papier ou même la Suède peut pourquoi pas faire, peut-être pas la Suède quand même, j'exagère, peut faire un petit peu plus peur. En tout cas, c'est mon impression et c'est vrai que ce France-Japon, j'ai l'impression qu'il va être très très vite
très important. Pour terminer très rapidement, je voulais évoquer quelques petites phrases de notre coach, évidemment, Nathanaël Molin, qui, lors du Media Day, nous a fait un petit peu de politique, hein, parce que bon, la question sur l'objectif, le titre, la réponse a été non. Ça, d'accord. L'idée, c'est de créer des processus qui vont nous amener à performer. On peut maîtriser comment on va jouer. Si on se dit or, argent, bronze, ce n'est pas ça. C'est plutôt comment on va jouer, qu'est-ce qu'on va créer. Alors, je pense qu'il y a quelque chose aussi derrière. Jules, toi qui as beaucoup travaillé et qui a été avec Nathanaël, ça veut dire quoi cette phrase? Bah, après, je pense que c'est de la communication, hein, un peu à la Luis Enrique au foot. Je pense qu'il veut pas mettre, une pression supplémentaire à ses joueurs et puis je le comprends totalement. Mais moi, je suis sûr d'une chose, c'est que les cinq joueurs dans leur tête, leur objectif, c'est d'être champion du monde. Je peux pas croire qu'ils abordent cette compétition, différemment. Mais d'un autre côté, je comprends totalement la position de Nat, qu'il ait cette communication-là pour pas leur rajouter une pression supplémentaire et pour les laisser, faire leur compète tranquillement. Non, ouais, je comprends ce point de vue-là, mais pour moi, l'objectif, c'est l'or. Alors attention, ça veut pas dire que si c'est médaille d'argent, ou voire même bronze, ça veut pas dire que la compétition, elle est loupée, loin de là. Mhm. Mais pour moi, ils se doivent de viser l'or. Non, mais oui, je pense qu'il est un peu dans la phrase un peu cliché, mais qui peut être vraie de temps en temps, c'est ils sont dans le jeu, pas l'enjeu, quoi. C'est un peu ça. Il y a ce côté aussi où, ils se sont jamais vraiment donné d'objectifs, mais dans les 2 sens. Ils se sont jamais donné de limite non plus, d'une certaine Mmh, manière. Même quand ils étaient gamins, quand c'était: «C'est quoi les objectifs?» machin, ils ont toujours, bah, montré une forme de confiance en eux, forme de, bah, de toute façon tous les matchs ils sont gagnables et pourquoi pas aller, au plus haut. Et là, ils ont un peu pour moi le même état d'esprit donc bah, faut pas changer, bah, ce qu'ils gagnent d'une certaine manière donc c'est un peu, on peut voir ça comme de la communication, je suis d'accord. Mais je suis quand même intimement convaincu qu'ils leur présentent les choses de cette manière. Je ne pense pas du tout qu'ils arrivent en mode: «Bon, bah, l'objectif, c'est d'être champion du monde». Il sait très bien que les mecs sont tellement déterminés au fond d'eux, ils y pensent tellement intérieurement, qu'ils ont pas besoin non plus de mettre ça sur la table pour les galvaniser, quoi. Il va surtout falloir, se concentrer, j'imagine, sur le plan, comment, jouer leur meilleur niveau, comment, arriver à être malléable dans les moments tendus, comment arriver à se libérer. Donc vraiment sur le côté pragmatique plutôt que voilà, répondre à de manière un petit peu journalistique, mais ce qui est normal, c'est le jeu, hein, mais voilà, je pense qu'un mec comme Nat, en tout cas moi pour avoir posé des questions, il maîtrise bien ça et ça a l'air d'être assez fluide dans sa tête, quoi. Dans le chat, ça évoque potentiellement un France-Chine. Malong qui dit Wang Chushin il ferait 2 et après tous jouer sur Lin Chidong et le troisième match avec Simon. Et puis on a Gimli qui dit Félix peut battre Wang. Est-ce que c'est pas le bon moment pour battre pour la première fois Wang Chushin en finale Oh, même si c'est en demi, c'est pas bien grave, mais en vrai, oui. ce serait pas Bon. le Bon scénario après rêvé. déjà, on a beau se projeter, déjà il y a des matchs avant, hein, on a le temps. Mmh. Mais bah, c'est sûr, c'est le bon moment. En plus, en 3-7 gagnants. Après moi, j'ai pas envie de mettre de côté Alexis non plus. Je me souviens de son match il y a 2 ans contre Fan Zhendong où j'ai rarement vu je sais pas, un joueur français avoir ce niveau-là. En tout cas, enfin, c'était un truc de fou pour moi de ce que j'ai vu, c'est impressionnant. Il l'avait tapé Fan Zhendong auparavant, donc pourquoi pas avoir un Alex monstrueux et aller le chercher aussi? Je pense que tous les scénarios sont possibles, mais ce qui est sûr, c'est qu'avant, il y aura des matchs à gagner et puis si on se retrouve, face à la Chine en finale, bah, là, on pourra commencer à faire des calculs, mais tous les scénarios sont possibles pour moi. Ouais, tout à fait. Rien n'est joué, hein, bien sûr. On me demande de faire un rappel de la formule, Sam qui nous demande. Alors, les 7 premières têtes de série plus le pays hôte, donc l'Angleterre, chez les filles comme chez les garçons, sont dans 2 groupes à part où ils vont s'affronter, avoir 3 matchs. Pas d'élimination, ça va permettre de faire les têtes de série, hein. Le premier du groupe 1 sera tout en haut du tableau, le premier du groupe 2 sera tout en bas, les autres seront dispatchés. Et ces 8 équipes, quoi qu'il arrive, seront en 16e de finale. Elles seront rejointes par les équipes des 14 autres groupes de cette Coupe du Monde.
les 14 vainqueurs de groupe qui se déroulent depuis mardi jusqu'à ce soir. Les 14 premiers plus les 6 meilleurs deuxièmes, ça fait 20 équipes de plus. Et les 8 deuxièmes de groupe qui ne sont pas qualifiés directement vont avoir un dernier match, un dernier barrage, un 64e, c'est un 32e de finale quasiment. Et du coup derrière pourront rallier les 16e de finale avant donc une dernière semaine où on va jouer un match par jour jusqu'à dimanche, date des finales pour les filles comme pour les garçons. On sera aux commentaires avec Tristan pour la chaîne L'équipe et l'équipe live. Et évidemment, on a hâte évidemment de voir ces matchs-là. Je vous remets rapidement les 2-5 des deux équipes de France. Alexis Lebrun, Simon Gauzy, Félix Lebrun, Thibaut Poré, Flavien Coton pour les garçons. Pour les filles, Charlotte Lutz, Pritika Pavad, Gianna Nuan, Camille Lutz et Audrey Zarif. On va très rapidement parier. Ça fait déjà quasiment 2 heures qu'on est en live, donc on va pas tarder à terminer quand même. On va parier. On va parier pour les mecs parce que je pense que pour les filles ça va être assez rapide et on a je pense un petit peu tout dit, même si qui vous voyez en finale face à la Chine, tiens, Jules et Tristan. Jules pour commencer. Le Japon. Ouais, pareil. Japon, très bien. Je vais mettre une pièce sur l'Allemagne pour essayer de tenter un coup. Ouais, Un c'est coup de audacieux. bluff. T'as raison. On essaye, on est là pour ça. Pour les garçons, alors, je vais pas vous demander un podium parce que il peut y avoir beaucoup de choses, mais déjà un champion, pourquoi pas une finale. Je suis preneur. La France. Ok. France-Japon en finale et la France qui gagne. Ah, j'aime beaucoup. Et qui Ah, c'est qui élimine la Chine? le Japon Ok. en demi. Ouais, moi, je veux bien un Japon-Chine en demi. Ouais. Je veux bien un Japon-Chine, le Japon gagne. France-Japon, ça me parle. Et France-Japon, la ça. Chine, ils sont pas loin de sortir il y a 2 ans en demi sur la Corée. Oui, 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 Ouais. c'est vrai. C'est vrai, c'est Et vrai. on avait une petite question à Jules aussi, hein, qui est importante quand même, hein. Bien sûr, on va passer à ça Oula. justement. Malong nous dit France deuxième, défaite 3-2 face à la Chine. Alors je peux vous dire que si avec Tristan, on va au bout du 5e match avec une défaite au bout, ça va pas être drôle dimanche soir. Et, Ouais. par Ouais. contre avec victoire au bout, ok, je dis pas. Ça, je dis pas. Tristan, je te redonne la main. N'hésitez pas dans le chat, Ouais. continuez à donner vos paris pour ces mondiaux. Tristan, je te redonne la main pour que tu Donc, finisses de cuisiner notre super invité. deux mini questions, une un peu insolite et la dernière un peu pour clôturer. Euh, Là, on parle sérieux, on va parler de Rennes, Jules. Oula. Ça va être, ça va être un tu préfères. Tu préfères que Rennes ils perdent Nantes en finale de Coupe de France Eh, et au stade, hein. Tu le ouais. vois dans tes tripes, hein, vraiment. Ou alors, tu es en finale des playoffs avec Toridi contre Montpellier et tu rates une balle juste derrière le filet pour une balle de match pour Toridi. Bah, je préfère que Rennes perde en finale. Ok, Sympa. Enfin, je préfère qu'on gagne avec Torigny, oui. bah, je t'achèterai le maillot de Nantes, hein, par contre, hein. Ouais, il fera un bon paillasson. Et la dernière question, c'était, tu sais, parfois dans les sortes d'interviews, ils disent un petit peu si tu devais jeter un peu une bouteille à la mer, un conseil, et cetera. Moi, je voulais te dire si tu avais un conseil à donner au jeune Jules quand il est arrivé un peu dans le haut niveau vers 14 ans, ce serait quoi? D'y croire, mais pour de vrai, parce que je pense que je me suis toujours un peu fait des illusions. Tu sais, tu dis toujours dans le ping que ton objectif, c'est les jeux et tout, et je pense que je l'ai dit plus d'une fois, mais c'était pas vrai parce que c'est une réponse naturelle quand tu fais Mmh. du sport de haut niveau, et je pense que j'y croyais pas vraiment, et au final, j'ai fini par le faire, mais peut-être que si j'y avais vraiment cru, si j'avais vraiment cru en moi, bah, peut-être que j'aurais pu aller plus haut, et bah, c'est pas fini, hein, attention, j'ai que 25 ans, mais ouais, de croire en soi. OK. Il y a une dernière question, si tu veux bien, Jules, celle de Malong dans le chat, qui Ouais. veut savoir comment tu as vécu le 9-1 à Lagos. Ce 9-1 à remonter. Ah! Ah, le 9-1 contre Niagol. Bah, écoute, c'était un match, c'était pas facile parce que, bah, déjà, faut savoir que Niagol, je le connais très bien parce qu'il s'est entraîné plusieurs années à l'INSEP et il est de nouveau à l'INSEP maintenant, il s'entraîne à l'INSEP,
Et la semaine, avant Lagos, il était là toute la semaine et j'ai joué 2 fois avec lui en début de semaine et à chaque fois que je jouais contre lui, je le défonçais quoi, il y avait pas de match. Et là, j'arrive au match et il y avait une humidité dans la salle, mais je ne pouvais pas tenir ma raquette. En fait, on peut revoir sur la vidéo, au début du match, j'essayais de m'essuyer contre les séparations et tout, je ne pouvais pas. Et quand je le servais, la, la raquette me glissait entre les doigts. Du coup, je pouvais pas mettre d'effet, je pouvais pas mettre de coup de poignet ou quoi. Je ne pouvais pas tenir ma raquette. Donc je mène 2-0. Et puis je sais pas ce qui se passe, plus une balle, quoi. En 11-2, 11-3, je suis mené 9-1. Mais Niagol, en fait, je l'avais déjà battu 2 fois 4-3 dans des scénarios où je suis mené, 3-7-1, 10-6, 3-7-2, 10-7 et je gagne 4-3, donc en sauvant, 7 balles de match. Et la deuxième fois, je l'avais battu 4-3. Donc dans ma tête, je me suis dit: C'est possible». Bon, même si à 9-1, j'y croyais plus. Mais en fait, à partir de 9-4, je me suis dit: «C'est possible» parce que je connais Niagol et je me dis que dans les moments tendus, il peut être un peu dans le dur, quoi. Et comment je l'ai vécu, ouais, en fait, quand je perds le point à 9-7, je me dis: «C'est terminé, 17, non, c'est pas possible». Et l'ambiance était vraiment exceptionnelle. Je pense, honnêtement, que quand je gagne le point à 19, les gens ont fait un bruit, mais quasiment il y avait le même bruit que dans la salle au jeu quand Félix y jouait. C'était un truc de fou le bruit qu'il y avait quand j'ai gagné le point à 19 à la belle, pour revenir à 10-10. Et et vraiment ça m'a galvanisé parce que les gens étaient fous dans les tribunes, mais fous. Quand je dis fous, les gens, ils étaient tous debout. Il y en a, ils étaient torse nu, mais c'était le bordel dans la salle, c'était exceptionnel. Et après, bah, il y a cette fin de match c'est dommage de finir là-dessus, surtout contre Niagol que j'apprécie énormément. C'est dommage qu'on finisse comme ça. Après moi, j'ai Ah, défendu parce que mon tu as steak, triché, quoi. c'est ça que tu nous dis? Non, non, encore une fois, même en la revoyant là, pour moi, elle est pas bonne. Non, elle est pas En bonne. fait, ce qui s'est passé, c'est que, au début, l'arbitre, qui était l'arbitre principal, donc qui était le plus loin de l'action, il donne point pour Niagol et moi, j'étais pas sûr et je vois l'autre arbitre qui était le plus proche du coin de table qui fait des signes à l'arbitre en face, mais l'autre arbitre, il voit pas. Je lui dis: «Mais vas-y, appelle-le, dis-lui qu'elle est pas bonne». Et du coup, je me défends et tout et je parle avec Niagol. Niagol, il voulait pas me répondre, il voulait pas me parler. Et du coup, au final, la règle, c'était que l'arbitre qui est le plus proche de l'action, donc du coin de table, qui prend la décision finale et du coup, là, bah, l'arbitre la voyait pas bonne et le point m'a été donné et voilà, bah, ça Niagol, il était fou, bah, ça se comprend, hein, j'aurais été pareil, j'aurais été bien pire à sa place Ouais, et bah, c'était dommage de finir comme ça parce qu'en fait, les gens ont presque oublié que j'étais né 9-1, parce qu'il y a que la balle de match qui est restée, alors que la remontée, elle était dingue. Mais ouais, c'était une sensation de fou. Ah, tout le monde n'a pas oublié, hein. Malong il l'avait, hein. Malong, Ouais, Malong, il l'a vu. Malong il Merci à l'avait. lui. Il était là. Merci Jules d'avoir été avec nous aussi longtemps. En plus, hein, je t'avais dit que l'émission durait plus d'une heure, Bah, ouais, mais bon, quasiment deux. c'était un plaisir, c'était un plaisir d'échanger, franchement, j'ai passé une super soirée, puis j'espère qu'on va passer de beaux championnats du monde. J'espère aussi, évidemment. Tristan, merci pour bah, d'avoir invité Jules déjà, et puis d'avoir pris de ton temps aussi pour qu'on puisse monter cette émission. On va se donner rendez-vous samedi, du coup, puisque toi, ton rendez-vous, ça commence dès samedi à ouais, 11 h avec le France-Allemagne chez les filles. Derrière, bah, t'enchaîneras avec moi pour le France-Japon. Tanguy Le Sévillier qui sera au commentaire des filles ce samedi. Je serai sur les garçons avec à chaque fois Tristan comme consultant et Laura évidemment sera aussi là pour nous accompagner durant ces 10 jours du côté de Londres. Merci encore à vous deux, merci à vous dans le chat pour vos questions, pour votre participation, pour vos encouragements. Aussi, très content d'avoir pu refaire du boulot autour du ping sur les outsiders. Et ma foi, pourquoi pas se faire un après championnat du monde, peut-être une petite émission Un débrief. débrief. On va voir ce qui va se passer, on va en discuter tranquillement, on va essayer de trouver un créneau pour le faire. Merci encore à tous, merci à vous. Très bonne fin de soirée, là, parce qu'il est quasiment 22 h. Et puis ouais. bah, à ce week-end sur les parquets, sur les cours de ping. Ciao, ciao. Salut tout le Salut. monde! Ah, c'est parti. Bon, bah, merci.